Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 426 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, la suite de nos bilans 2025 avec cette fois-ci les Chicago Bulls. Bilan des Bulls aujourd'hui avec Lucas du projet Le Roster et fan de Chicago. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan 2025 avec aujourd'hui les Chicago Bulls, les grands Chicago Bulls de Michael Jordan. Ah non mince, c'est pas, c'est assez fini. Mais on reçoit quelqu'un qui tout de même a la passion des Bulls pour nous en parler. C'est quelqu'un qui est en partie champion NBA, je pense qu'on peut le dire, hein, grâce à Alex Caruso, on peut dire champion par procuration en partie. C'est Lucas, comment ça va Lucas ? Salut Guillaume, ça va super, hein. Toujours content de venir pour parler de Chicago ici. Puis ouais, un titre de champion, un 7e, faut le rajouter. Hein. On est d'accord, alors peut-être pas un 7e, mais un 6,1, 6,2 peut-être, c'est ça. Un truc comme ça. Quand on sait que les bannières ont brûlé un petit peu à cause d'un concert durant la saison, on peut rajouter. Ah oui, c'est vrai cette histoire. C'était qui en plus le concert ? C'était un concert de métal Ouais, je crois de rock, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'était l'anecdote un peu bizarre de la saison en effet. Non mais blague à part, je crois qu'on avait parlé en plus dans le bilan l'an passé avec toi, que tu étais venu aussi, on parlait des Bulls. On avait parlé de la saison de Caruso, pourquoi est-ce qu'ils l'ont vendu aussi peu cher, etc. C'est bon. C'est une des histoires de la saison, on va dire, quoi, pour le coup. Mais c'est bon. ça. Bon. Pas trop de regrets, ou peut-être si, on verra. Mais bref, non, Lucas Folkowski, je prononce toujours mal ton nom. Excuse-moi, je dis Folkowski à chaque fois. Folkowski, Lucas, que vous connaissez du roster, évidemment. Tu écris beaucoup là-bas. C'est quoi un peu l'actu de cet été sur le roster, justement ? L'actu là cet été, c'est d'écrire sur pas que de la NBA. C'est vrai qu'on a un gros vivier de jeunes journalistes qui veulent se lancer, qui écrivent beaucoup autour de la WNBA. Donc là actuellement c'est les grosses dernières actualités. Puis après on va se préparer tout doucement pour l'Eurobasket et puis la reprise de la saison. Parce que WNBA, pardon, c'est la saison, c'est maintenant. C'est quoi ? C'est printemps à fin de l'été ? Ouais, c'est ça. C'est fin mai jusqu'à début octobre, je crois, quelque chose comme ça. Le roster aussi d'ailleurs, on peut le rappeler, hein, tu peux rappeler le lié du projet, le roster qui est plus un projet qu'un média, enfin c'est un peu les deux, mais c'est aussi un projet global. Ouais, c'est ça, le projet c'est surtout de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Tout le monde peut soumettre un article et après nous l'équipe de rédaction on va s'occuper de le corriger, de le publier et si ensuite la personne est intéressée qu'elle puisse rejoindre la rédaction. Donc tout le monde a sa place, vraiment tout le monde peut s'exprimer, c'est ça un peu le projet du roster. Et le but c'est juste de se faire kiffer entre passionnés. Oui, et puis c'est comme ça qu'on commence, hein, toujours. On en parlait un peu en antenne là, avant d'enregistrer, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc ça commence toujours par une passion pour le sport qui te donne envie d'écrire, et puis après certains continuent dans la création de contenu, écrire, vidéo, podcast, hein, même. Mais ça commence toujours par une passion débordante, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même très bien d'avoir ce lieu où en fait n'importe qui peut venir faire ses premiers coups d'éclat finalement. Donc c'est quand même extrêmement bien comme principe. Bien entendu, bon, le roster vous connaissez, hein, on en parle quand même assez souvent sur le Basket Lab. Et donc, Lucas, tu as accepté cette invitation. J'allais dire pourquoi non, mais parce que t'es fan des Bulls, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Tu n'es pas venu parler d'une équipe un peu banale, sans cet attachement, évidemment. Je t'avais sans doute déjà posé la question, mais rappelle-nous comment tu tombes amoureux des Bulls alors que tu es assez jeune, je crois. Ouais, c'est Playoff 2015 d'Eric Rose, le buzzer beater contre Cleveland. Hein. Ouais. Donc plutôt génération 20 ans après Michael Jordan, quoi. Toi t'es pas l'héritage Jordan et des grands Bulls de 90, quoi. Mais même pas, en plus je suis techniquement même sur la fin de l'époque d'Eric Rose, donc rien de positif depuis que je suis fan de cette équipe. Oui, t'as même pas connu les grandes années de Thibodeau, le MVP, etc., quoi, effectivement. Ouais, mais ça c'est, comment dire, quand on est fan d'une équipe, parfois on tombe sur la mauvaise, on tombe entre guillemets, quoi, mais il y en a qui ont plus de chance au tirage, peut-être, sans doute. Mais c'est ça, et puis en plus, quand tu t'attaches aussi longtemps à une équipe, t'as pas envie de lâcher le navire maintenant, vu que tu te dis j'ai passé le pire, ça peut que aller mieux, et bon. Ce qui est un biais économique, le biais d'investissement, hein, tu sais. Les mecs, ils misent là-dessus. Hein, t'as déjà dépensé beaucoup d'argent pour un truc, allez, on y va encore un peu, quoi. c'est un peu ce même principe, quoi. Mais cela dit, on va en parler, justement. C'est que commence peut-être un nouveau cycle, enfin, au Chicago Bulls. Ça a peut-être commencé cette année, on va en discuter, contrairement à l'an passé où on était sur une fin de cycle qui était un peu ventre mou, mais
ça va peut-être changer. On est là pour en parler. Alors justement, je rappelle le principe, les bilans 2025. Merci de nous avoir rejoints pour les Bulls, pour tes Bulls. Le principe, c'est qu'on fait un bilan équipe par équipe cet été de toutes les équipes NBA à travers notre format des 10 stats de la saison. Ce qui, soit on fait remonter un peu des stats à la surface qui sont intéressantes en elles-mêmes pour discuter de l'équipe, soit sinon les stats, et même surtout les stats sont aussi un prétexte pour aborder plein de petits sujets à droite à gauche sur telle ou telle équipe, d'un point de vue collectif, individualité, il y en a aussi beaucoup très intéressantes à Chicago. Donc voilà un peu le principe, tu connais le format puisque tu étais là déjà l'an passé, je l'ai déjà dit, donc tu connais bien, je peux te lancer sans plus tarder si tu veux bien, si tu es prêt. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ces Chicago Bulls 2025 ? Alors ma première stat c'est 13,2. Ouais. Et c'est le nombre de secondes par possession offensive de la part de Chicago cette saison, donc selon impredictable.com. Ouais. Et c'est simplement la première équipe de toute la ligue cette saison Chicago. Donc, alors première dans quel sens ? Plus petit ou plus grand ? Ouais, c'est ça. Donc en gros l'équipe qui joue le moins de secondes par possession. D'accord. Donc ce qui veut dire que c'est une équipe qui joue très vite. Et c'est vrai que ça c'est un gros changement par rapport aux années précédentes, ouais, où on avait l'habitude de cette équipe du demi-terrain, etc. de Chicago avec à l'époque de Rosanne et tout. Ça c'est vraiment un des shifts majeurs qui a été opéré cette année. Et on le voit notamment sur la fréquence de transition, hein. C'est une autre stat que j'avais, hein, mais Chicago est passé de la 30e fréquence de transition à 8e cette année. Ouais, ouais. Donc en fait c'est un truc qu'on a vu, c'est une équipe très jeune qui veut jouer très vite, alors avec ses qualités et ses défauts, hein, bien évidemment, mais ça c'est quelque chose c'est un parti pris qui de la part de Billy Donovan qui je trouve est super intéressant quand on sait qu'on est en reconstruction, qu'on n'a pas les meilleurs talents individuels, etc. Et d'autant plus les profils qu'il y a dans l'équipe. C'est vraiment un choix fort et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé voir Chicago qui joue très vite comme ça. C'est vrai que c'est presque plus parlant, je trouve, de la saison des Bulls, ce chiffre-là, ou ce shift un peu de style, parce que dans le résultat, pardon, on va en parler, mais en termes de résultat, on dirait que rien n'a changé. Vous êtes toujours play-in, toujours un peu équipe milieu de tableau, etc. Mais en termes de stratégie d'équipe, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Mais je dis beaucoup dans les faits, mais finalement, tu vois, il y a qu'une seule différence majeure, c'est DeRozan, quoi. Parce que Zach LaVine était encore là une partie de la saison, Vucevic est encore là, et finalement, c'est seulement la patte DeRozan qui fait que tout change quasiment du tout au tout. On verra qu'est-ce qui peut encore continuer de changer l'an prochain ou même cet été, mais pour l'an prochain. Mais clairement, on amorce un nouveau cycle, et donc avec une nouvelle manière de jouer. J'avais noté aussi 2-3 trucs un peu là-dessus, effectivement. Donc 8e fréquence de transition, comme tu dis, alors que l'an passé, ils étaient 30e. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils font exactement l'inverse sur demi-terrain. C'est-à-dire que ils étaient 9e l'an passé en fréquence de demi-terrain, et ils sont passés cette année à 30e. Donc clairement, on a cet aspect de le style est totalement différent. Un style qui a d'ailleurs permis à ce que un mec comme Zach LaVine ait peut-être un peu plus brillé, peut-être aussi Kobe White, on en parlera. Mais pareil, hein, pour un peu illustrer cette différence avec et sans, et c'est bien de commencer par ça parce que c'est un peu l'histoire de la saison, c'est que maintenant il n'y a plus DeRozan alors qu'on l'avait avant. Mais cette année, on est en tant qu'équipe, à peine 5% des tirs de l'équipe étaient des longs 2, les fameux longs 2, longue distance. C'est 27e, alors que sur les trois dernières saisons, c'était non pas 27e, c'était premier de NBA et deuxième de NBA, avec des fréquences qui parfois étaient à 18%, ce qui est presque un tir sur 5 qui était un long tir à 2 points. Et on est tombé à peine à 5% tout en bas de l'échelle. Il y a clairement un effet DeMar DeRozan, quoi, pour le coup. Et je trouve que on voit très bien ce shift entre demi-terrain versus transition, long 2 d'ailleurs versus fréquence à 3 points. Je sais pas si tu l'avais aussi, mais la fréquence à 3 points qui avait été catastrophique, très faible en tout cas depuis 3 ans, 30e, 29e, 26e, qui d'un coup monte à 3e de NBA. Donc ça court, ça prend des 3 points, c'est finalement ce qu'on aime bien voir chez une équipe de jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, et puis surtout avec les profils qu'il y a dans l'équipe, enfin, on sait que Chicago c'était pas une équipe qui allait être très défensive quand tu as sur ton backcourt Josh Giddey, Kobe White, ouais, Zach LaVine, etc. et Vucevic en protection de cercle, on le sait ça. Donc du coup faire ce pari là, c'est aussi te dire je vais jouer très vite, je vais chercher des points faciles en transition. En défense, j'essaye de limiter la casse, et dès que l'équipe prend un rebond, intercepte une balle, hop, on va très vite en contre-attaque. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui avait plutôt bien marché sur la première partie de la saison 21-22, donc avant que Lonzo Ball se blesse, etc. Le début de saison avec les Caruso et Lonzo Ball qui sont un peu le phénomène de NBA, etc., quoi. Ouais, jusqu'à ce que Ben Taylor en parle, c'était parfait, hein.
Mais c'est vrai que sur le bas court, c'était une force là de vraiment créer du chaos dans l'attaque adverse et ensuite très vite aller obtenir des paniers faciles et retrouver un petit peu ça. Alors dans un style bien différent, hein, bien sûr, il y a plus cette pression défensive, oui. Mais pousser un peu comme ça, comme on a dit, hein, on a retrouvé une identité différente de l'année dernière, alors qu'on a un effectif qui est assez semblable, mis à part le départ de DeRozan. Je trouve que ça en dit aussi beaucoup sur la capacité d'adaptation de Billy Donovan. C'est vrai que jusqu'ici, il était assez décrié à Chicago. Et en fait, moi, j'étais toujours partisan pour dire Billy Donovan, je dis pas que c'est le meilleur coach de l'histoire, mais il est peut-être pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait entendre. Et c'est en fait un coach qui s'adapte assez bien. Et j'avais le souvenir que même à OKC, il y avait vraiment une équipe qui jouait assez vite quand même de mémoire quand c'était lui le coach. J'allais te poser la question justement, c'est vrai que je me demande, je sais que en général les fans des Bulls sont assez, j'allais dire pessimistes, même plus que ça, n'aiment pas trop, même pas du tout Billy Donovan. Donc j'étais curieux d'avoir ton avis, mais c'est vrai que moi globalement j'ai toujours trouvé que c'était un bon coach, hein, même très bon coach. Il y a un parcours à Florida, à la NCAA qui est assez admirable, mais surtout, même comme tu dis, il va au OKC et ça marche, quoi. Et pas que avec Kevin Durant, où ils passent pas loin de faire l'upset des grands Warriors, mais même après, tu sais, c'est encore lui, hein, qui est là pour quand ça fait avec Westbrook, quand ça fait la saison où c'est Westbrook plus une équipe défensive et l'équipe est compétente jusqu'en 2020, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. C'est lui qui fait la saison qui est dans la bulle avec le trio Chris Paul, SGA et Dennis Schroeder. D'ailleurs, Mark Daniels, qui est le coach d'OKC, est un disciple, un protégé de Donovan, hein, pour le coup. C'est lui il était assistant à Florida, il l'a amené avec lui à OKC, et bref. Mais parlons de Chicago. Non, mais c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé ce coach. Après, je peux comprendre aussi le côté où pas mal de fans de Chicago étaient pas contents. Mais il me semblait que peut-être qu'il y avait un effet, je vais pas dire bouc émissaire, mais peut-être un peu exagéré les critiques qu'il pouvait y avoir sur lui, pardon. Et de pas trop reconnaître aussi par ailleurs que c'était également, je vais pas dire surtout, mais également des limites de l'effectif, quoi, de talent pur ou de style de jeu, etc. Et que c'était pas que le coaching de Donovan, je trouve. C'était aussi un aspect de talent pur qui était peut-être pas génial, mais tu vois, un truc que j'aime bien aussi, mais il a toujours eu de bonnes défenses, il a toujours eu de bons principes défensifs. Offensivement, c'est là où je suis un peu moins admiratif, on va dire. Donc là-dessus, ok. D'ailleurs, tu vois, cette année, on parle des bons points, c'est que ça court en transition et que ça joue à 3 points. Donc, on n'a pas encore fait d'énormes éloges sur de systèmes offensifs, mais c'est quand même un bon coach défensif, je trouve, et même en général. Et tu vois, juste pour ajouter, c'est une équipe de jeunes qui courent, on va dire, ok, ça c'est assez logique, mais dans le même temps, ils sont aussi une très bonne défense de contre-attaque, une défense de transition. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, entre guillemets, ou plutôt il y a la caricature ou la norme, on va dire, d'équipes de jeunes qui, oui, on court en attaque, mais on fait un peu moins les efforts en défense parce que c'est moins glorifiant, etc. Et là, pourtant, on a aussi un bon coaching où on voit que le repli se fait, et c'était 7e en fréquence de contre-attaque autorisée et 3e en efficacité. Donc ça court des deux côtés. Et ça, je pense qu'il y a un aspect de coaching. Parce que courir en attaque, c'est facile. Courir en défense, à mon avis, c'est un peu du coaching, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais, je suis d'accord. Et en fait, je pense que c'est même un parti pris, hein, parce que Chicago, c'est une équipe qui allait assez peu au rebond offensif, finalement. Ouais. Et c'est là qu'on voit la patte de Billy Donovan, de se dire, on n'a pas l'effectif pour aller au rebond offensif, ça sert à rien. De toute façon, l'attaque, c'était souvent un 5-out avec Vucevic derrière la ligne à 3 points, etc. Donc pourquoi s'embêter à aller mettre la pression au rebond offensif? On va pas gagner le jeu des possessions comme ça. Donc mieux vaut privilégier le repli, et effectivement, comme tu as dit, Chicago, c'était une des meilleures équipes de repli défensif cette saison. Donc ouais, non, moi aujourd'hui, je suis quand même assez confiant par rapport à Billy Donovan. Je pense que c'est un bon coach pour justement développer les jeunes, les responsabiliser. Alors à Chicago, il n'y a pas eu non plus les meilleurs jeunes à développer, hein. On peut parler par exemple de Patrick Williams qui a jamais su se développer autant qu'on aurait aimé. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment de la faute de Billy Donovan? À un moment, je pense que on peut pas dire que tout est de sa faute quand il a eu des stars entre guillemets avec un plafond limité et des jeunes avec un potentiel qui s'avérait en fait pas aussi élevé que ce qu'on aurait imaginé. Je dois dire que dans l'ordre, dans la hiérarchie, s'il y a des gens à critiquer, par exemple, je critiquerais peut-être un peu plus le front office et le GM, quoi, pour le coup. Et je pense que les fans des Bulls, ça seront aussi d'accord là-dessus, assez facilement. Mais alors justement, si tu me permets de caler ma première stat du jour, un peu dans la continuité de tout ça,
Moi, je vais dire 19. 19, je pense que tu sais ce que c'est peut-être. C'est le net rating, en fait. Enfin, pas le chiffre brut, mais le classement au net rating, donc le différentiel attaque-défense. Le chiffre brut, je sais pas exactement ce que c'est autour des 0... Moins 1,4. Ouais, voilà, donc un différentiel négatif, mine de rien. Mais c'est le 19e de NBA, 19 sur 30, et je trouve que ça caractérise très bien cette équipe, puisque 19e en attaque, également 18e en défense. Voilà, c'est l'équipe moyenne des Bulls, j'ai envie de dire, presque comme d'habitude, même si on a dit qu'en vrai, c'était pas comme d'habitude. Mais en termes de résultats, il a pris une équipe de jeunes et pas hyper compétente et avec beaucoup moins de talent pur que l'an passé. Et il en a fait une équipe qui, ok, c'est l'Est, mais ça reste une équipe qui est compétente. Alors que tu vois, il y a plein de projets où, quand on fait péter la star principale, ça retombe quand même beaucoup plus bas. Mais voilà, c'est Chicago qui est, on va dire, quasiment au dernier tiers de NBA. Mais bon, au-delà de parler de stats comme ça collective, différentiel attaque-défense, etc., ce qui m'intrigue un peu plus, c'est de remarquer que cette saison, les Bulls ont été un peu l'équipe anti-jeu des possessions, en un sens. C'est-à-dire que, bon, il y a le net rating, c'est le différentiel attaque-défense, donc ça c'est le truc global. Il y a l'attaque, il y a la défense, d'accord. Mais au sein de ces catégories attaque et défense, il y a tu sais, ce qu'on appelle les 4 factors, donc les 4 facteurs stats qui définissent une attaque ou une défense. C'est les mêmes, hein, mais en miroir. Donc il y a l'adresse au tir, le rebond, offensif ou défensif, les turnovers, offensifs ou défensifs, et les lancers francs. Et ce qui est marrant, c'est que si tu regardes seulement l'adresse en attaque et l'adresse autorisée en défense, Chicago ressemble à une très bonne équipe, quoi. Même, enfin, en tout cas, une bonne équipe. Ils sont 13e en adresse offensive, 13e sur 30, et même en défense, ils autorisent la 9e, enfin, ils sont 9e meilleur aux efficacité défensive de NBA, quoi. Donc, c'est quand même pas mal du tout, quoi. 13e en attaque et 9e en défense, alors que j'ai dit qu'au global, ils sont à peine quasiment en dernier tiers de NBA, quoi, 19. Et le secret, c'est que le basket, c'est pas que l'adresse au tir, quoi. Malheureusement. C'est-à-dire qu'en attaque, ils sont 17e au turnover, donc il y a quand même pas mal de déchets. 28e au rebond offensif, comme tu disais tout à l'heure, donc ils vont pas du tout chercher des secondes opportunités là où tout le monde va le faire, ou en tout cas beaucoup d'équipes vont le faire, donc il y a un manque à gagner, on va dire. 28e au rebond et 29e au lancer franc. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est-à-dire 29e au niveau du playmaking défensif, les turnovers. C'est une défense qui ne crée pas beaucoup de turnovers de ce point de vue-là. Le seul truc où ils sont un peu élites, finalement, c'est le rebond. Rebond défensif, ce qui rejoint un peu les bonnes défenses de Billy Donovan de toujours. Donc là-dessus, ils sont élites au rebond. Mais c'est marrant un peu de voir à quel point on a un peu une équipe qui est anti-jeu des possessions, quoi. Parce que juste sur l'adresse, tu te dirais, c'est une bonne équipe. Mais en fait, quand tu rajoutes tous les autres éléments du jeu, tu comprends que ça descend un peu vers le bas. Et en un sens, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas très surprenant parce que ça correspond, là on parle de stats un peu pour s'amuser, mais ça correspond aussi directement en fait aux forces et faiblesses de l'effectif. C'est-à-dire que t'as quand même beaucoup de porteurs de balles à déchets, on va dire, qui font beaucoup de déchets en termes de turnover. Guidé, même Patrick Williams, Zach LaVine, Lonzo Ball en faisait aussi pas mal, etc. De l'autre côté, t'es aussi, on a dit, pas très bon rebond offensif, mais parce que t'as un pivot qui reste à 3 points. Donc il y a pas ça. Plus le côté nul au lancer franc aussi, on a dit, pas très bon en lancer franc. T'as des porteurs de balles qui sont pas hyper driver ou alors pas hyper driver dans le sens attaquer le contact et aller au lancer franc. Josh Giddey, Kobe White, Zach LaVine, etc. Donc voilà, c'est assez logique d'un point de vue personnel sur le terrain. Et le niveau playmaking défensif, donc turnover défensif, t'as pas non plus une équipe t'as une équipe qui a soit à des petits bras, donc c'est pas top pour les turnovers, soit n'est juste pas hyper bonne en défense, quoi. Donc au final, on a ce truc de l'anti-jeu des possessions qui ressort assez bien et presque comme on voit rarement en NBA, quoi, cet aspect de oui, l'efficacité au tir ne fait pas tout parce que il y a tout le reste, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, clairement, tu l'as dit, hein, les profils en fait étaient pas bons pour ce jeu-là des possessions. Mais je me dis également, vu qu'on est dans l'année 0,5 du renouveau des Bulls, ouais. c'est pas si étonnant que ça. Faut se rappeler quand même qu'en début de saison, l'équipe était annoncée autour des 28-29 victoires. Et finalement, tu finis avec autant de victoires que l'année dernière, etc. Donc c'est pour ça que je suis d'accord, hein, sur le style de jeu, ça sera pas viable pour être compétitif, etc. Mais au vu des forces actuelles de l'équipe, c'est pas quelque chose qui m'a tant choqué que ça. C'est une équipe avec une sélection de tirs très analytique, mais qui, est pas bonne pour se procurer des secondes chances et pour empêcher les autres équipes d'avoir des secondes chances. C'est un peu... après, le fait qu'il soit pas bon au jeu des possessions, rebond, turnover, lancer franc, c'est pas très grave. Par contre, tu peux aussi le voir le verre à moitié plein, comme tu dis, c'est une équipe de jeunes avec pas trop de talent pur et qui mettait pas mal ses tirs.
au-dessus de la moyenne, 13e, et défendait pas mal ses tirs aussi, 9e de NBA. Donc la version vert à moitié plein plutôt qu'à moitié vide est quand même bien. Et comme tu dis, et c'est là où on se rejoint sur le coaching de Donovan peut-être, où on voit que ça reste la conférence Est, mais c'est quand même pas mal comme performance quoi, de faire de cet effectif une équipe qui est play-in, alors qu'on aurait pu s'attendre à beaucoup bien moins quoi. Et donc je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Chicago Bulls 2025? Alors on a parlé beaucoup de stats, je vais donner une dernière stat collective, mais c'est 6,1. C'est le net rating des Chicago Bulls sur les 25 derniers matchs de la saison. Donc sur les 25 derniers matchs, ils ont 17 victoires pour 8 défaites et ils ont le 7e meilleur net rating de la ligue sur cette période-là. Alors, du coup, je voulais juste refaire un peu un retour sur la saison de Chicago. C'est que le début de saison est quand même assez décevant, où il y a des nouvelles arrivées, des nouveaux joueurs qui arrivent pas à vraiment trouver leur marque, tant des joueurs plus confirmés comme Josh Giddey que des plus jeunes comme Matas Buzelis. Et le talent en fait individuel et collectif de l'équipe, pas vraiment. Mais à partir du départ de Zach LaVine, on a une montée en puissance des nouveaux leaders, ou une hausse de leurs responsabilités, donc Josh Giddey et Kobe White, qui les deux vont être en feu ou en surchauffe sur la deuxième partie de saison. Et il y a un point d'orgue, bien évidemment, la fin de match exceptionnelle contre les Lakers, le tir du milieu de terrain, etc. Je pense que tout le monde l'a vu. Et donc en fait, pourquoi moi je voulais parler de ça, c'est que c'est quelque chose chez nous fans de Chicago qu'on n'attendait pas vraiment, parce que après le départ de Zach LaVine, on pensait que on allait tout faire péter. Que l'équipe allait vraiment dégringoler, et en fait pas du tout. C'est quelque chose qui, je pense, est assez intéressant sur la suite de la saison, sur le futur du projet de Chicago, pardon, parce que on a vu des choses assez intéressantes. Donc je demande encore à voir, bien évidemment. Je sais qu'une équipe drivée par Josh Giddey, Kobe White sera jamais tout en haut de l'Est ou quoi que ce soit, mais en tout cas voir une équipe qui joue beaucoup le pick and roll, même si les individualités sont pas excellentes, parvient tout de même à être efficace en attaque, etc. Et une défense qui s'améliore avec une variation des schémas défensifs, où sur la première partie de saison il y avait beaucoup de drops, et je trouve que sur la deuxième partie de saison post All-Star Game, Billy Donovan a varié les schémas en étant un peu plus agressif, avec du blitz ou du edge. Donc je trouve que c'était vraiment cette deuxième partie de saison quelque chose de très encourageant. Bien évidemment, il y a cette déception en play-in contre Miami, où il n'y a pas de match, tout simplement. Et je trouve que c'est d'ailleurs un peu ça symbolisait les limites actuelles de l'équipe. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il va falloir construire, je pense, sur les saisons à venir finalement. Même la deuxième partie de l'année, t'as quand même beaucoup plus de Matas Buzelis aussi, c'est ça. La fin de saison, on va en parler, je pense, de son cas individuel plus tard, mais qui participe aussi à ça. Mais non, mais effectivement, c'est la trade deadline est aussi passée par là, et au-delà du départ de Zach LaVine, t'as aussi le renfort de Trey Jones qui est arrivé depuis les Spurs contre pas grand-chose d'ailleurs. Il est dans le trade de Zach LaVine. Je crois que c'est un des fillers avec Kevin Huerter. Avec Zach Collins aussi. Zach Collins, ouais. Et d'ailleurs, vu qu'on parle un peu de ça, il faut aussi le mentionner, dans ce trade où le prix de Zach LaVine était pas très cher en termes de vente, tu aurais pu avoir peut-être plus si tu avais mieux vendu ou s'il avait eu un salaire moins cher, mais je crois que vous récupérez votre pick là-dedans, dans l'histoire, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité. Ouais, c'est ça. Alors, en gros, le pick c'était suite à l'arrivée de DeRozan en 2021. Ouais. Donc, on avait envoyé le pick qui était protégé top 10 cette saison et top 8 sinon les 2 saisons suivantes. Vous l'aviez envoyé aux Spurs contre DeRozan. Ouais. C'est ça, grosso modo. Et je crois que au moment où on fait le trade, on a quelque chose comme 99% de chances de finir dans le top 10 de la loterie. Ouais. Donc moi, à première vue, j'étais là, je comprends pas pourquoi on récupère pas davantage, parce que notre pick, on allait l'avoir. Et vu qu'on a été en feu sur la seconde partie de saison, finalement, ça s'est avéré utile de récupérer le pick. Mais ouais, c'est vrai que c'était une situation un peu étrange. Finalement, on n'était pas en position de force. Quand je dis Chicago, hein. Oh, tu peux dire oui. Ouais. Je m'approprie l'équipe. mais tout ça pour dire que finalement, il fallait récupérer le pick, c'était mieux. Mais c'est vrai que c'était un peu cette déception de pas récupérer davantage. Ouais.
Non, mais bon, et du coup, ça a donné Noah Essingué, hein, c'est ça qui est en 12e, mais effectivement. Non, mais c'est. Donc, Zach Collins aussi qui est venu dans ce deal aussi. On parlait des changements pas d'intersaison, justement, de deadline. Kevin Huerter aussi. Je sais pas si tu as des stats un peu sur Huerter ensuite à évoquer, mais c'est pas non plus des tonnes de matchs, mais c'est clairement un mec qui, pour l'instant, a apporté cet aspect aussi de 3 points, hein, très simplement. Donc, de mouvement, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui manquait à cette équipe de Chicago. C'était une équipe assez statique en attaque, beaucoup de 1 contre 1 ou pick and roll, etc. Et en fait, son arrivée a été parfaite parce qu'il a apporté ce shooting en mouvement qui manquait jusqu'ici. Alors oui, il y a toujours les mêmes compromis en défense avec Kevin Huerter. Oui. Mais honnêtement, on sait qu'il sera pas dans le projet à long terme, mais en plus, il a un contrat qui est vraiment ok, hein, à 17 millions la saison prochaine, donc 12% du cap. Et qui en plus il sera free agent en fin de contrat sur la fin de saison, donc c'est plus un asset qu'on récupère pour le futur. Ouais, c'est clairement un mec que tu peux échanger peut-être à la deadline contre un second tour ou un truc comme ça, quoi. Ou alors tu le gardes et puis il fait du bien pendant 2026, quoi. C'est ça, des équipes comme Détroit ou quoi seront très contentes de récupérer un shooter en mouvement comme lui finalement. Oui, par exemple. Ouais, effectivement. Oui, au hasard. Non, mais il y a cet aspect où en effet, moi j'étais un peu déçu qu'il joue pas trop et de moins en moins à Sacramento, mais clairement là il revient, il fait 30 minutes par match, bon parce que c'est Chicago et qu'il y a moins de talent pur, hein, comme on dit, mais tout de même quoi, comme tu l'as dit, hein, t'as tenté de développer en fin de saison le jeu de pick and roll et d'optimiser finalement du Josh Giddey ou du Kobe White. C'est bien de le faire avec les bons atouts, quoi. Donc tu mets un shooter là-dedans qui est compétent, c'est quand même cool, quoi. Donc ouais, la fin de saison est assez notable parce que comme tu dis, c'est quoi, plus 5, plus 6 de net rating, t'as dit plus 6,1 je crois de mémoire, ouais, 6,1. C'est vrai que pour une équipe qui était projetée pour être top 10 de draft absolu, enfin presque quasi sûr, faire des fins de saison comme ça où tu vas taper les plus 5 de net rating même sur une période assez réduite, c'est pas rien, quoi. Ça arrive pas tout le temps en tout cas. Tu vois, les Wizards l'ont pas fait. assez clairement. Mais non, mais effectivement, d'ailleurs, si tu me permets, je peux caler aussi une stat. C'est pas ma deuxième, mais puisqu'elle est rapide, je peux la caler maintenant aussi. Parce que tu as parlé de l'attaque, mais les Bulls ont été aussi chanceux au niveau de la défense sur toute la saison. J'avais une stat comme ça, je peux la donner, c'est 34,6, c'est l'efficacité adverse à 3 points contre les Bulls. L'efficacité des adversaires à 3 points contre les Bulls, c'était premier de NBA cette saison. Donc c'est quand même bien. Cela dit, il faut quand même avoir conscience qu'on parle d'un élément qui est relativement, même en grande partie aléatoire. Le shoot à 3 points. Alors, le shoot à 3 points de son équipe, c'est moins aléatoire puisque c'est toujours à peu près les 10 mêmes joueurs qui prennent les tirs. Donc, si tu as 10 bons joueurs au tir, tu peux aller, ok, tu peux bien shooter. Et si tu en as 10 mauvais, voilà, tu shootes mal. Donc ça, c'est un peu lié, on va dire. L'efficacité adverse à 3 points, c'est vrai qu'on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas le pourcentage adverse à 3 points. Même si on conteste un tir, il peut rentrer. Et puis surtout, tu affrontes l'intégralité de la NBA, quoi. C'est pas juste tes 10 joueurs à toi, c'est les 300 que tu affrontes. Donc il y a un facteur aléatoire là-dedans, toujours dans ce côté réussite à 3 points. Et voilà, tu vois, c'est 34% sur les 3 points hors corner et même 36% dans les corners, ce qui est le meilleur de NBA là encore, hein, je crois. Donc pour accentuer un peu pour cet effet un peu aléatoire, pour appuyer encore cet argument un peu plus, hein, c'est pas il y a une escouade d'élite, hein, on l'a dit, hein. On a dit le contraire, mais on a dit c'est pas une escouade d'élite défensive qui était capable de créer des turnovers, de bouger partout sur le terrain, etc. C'est l'inverse. Donc c'est pas une question de les mecs ont fait des close-out magnifiques, c'est un peu aléatoire. Et donc je suis allé vérifier. En effet, sur les 3 points grands ouverts, donc où le défenseur se tenait à plus de 6 pieds du shooter, donc un des Chicago Bulls se tenait à plus de 6 pieds du shooter adverse, les Bulls ont encaissé une efficacité de 37% sur ces tirs grands ouverts. La moyenne NBA est quasiment à 39%. Voilà, donc sur les tirs grands ouverts, on peut pas dire que ce soit la défense qui affecte le tir, soit les Chicago Bulls qui affectent le tir. Non, quand le tir était grand ouvert, ils ont subi à peine 37% sur les grands tirs grands ouverts. Donc voilà, pour accentuer un peu ce côté un peu réussite au tir, hein, pour le coup, et il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Il y en a qui sont en surchauffe, il y en a qui sont en sous-chauffe. C'est tombé du bon côté pour les Bulls sur cette saison, quoi, pour le coup, mais on est d'accord que c'est plus une stat fun fact. Il faut pas tirer des plans sur la comète sur en fait on défend bien les 3 points alors que ça reste aléatoire, quoi. Ouais, c'est la Jedi Défense que tu avais développée au début de ton podcast, il y a quelques années. Effectivement.
Mais oui, non, c'est clair que, enfin, si on s'arrête au stade brut, on pourrait penser qu'on a une défense d'élite, alors qu'il y a beaucoup de tirs qui justement étaient ouverts. Et je sais pas si t'avais la stat en termes de fréquence de 3 points, peut-être wide open ou pas. Non, en fait, je l'ai pas, c'est pour ça je demandais. Il me semblait que c'était pas notable en fait. Ouais, c'était pas notable, ok. C'était pas, il y a rien qui sortait du lot dans un sens ni dans l'autre. Mais je crois que en termes de 3 points autorisés, je vais pas dire de bêtises, je vais aller vérifier quand même. Mais la défense en autorisait pas des tonnes, non? En termes de global, ouais, on était 9e plus faible fréquence en termes de 3 points autorisés. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est bien, parce qu'en effet, tu peux contrôler la qualité de tir, tu peux contrôler la fréquence, tu peux contrôler le profil de tir de l'équipe adverse. Hein. Donc, par exemple, être agressif sur les close-out et forcer à prendre des longs 2 points plus tôt ou à dribbler. Tu peux protéger le panier ou pas le protéger, et donc faire des aides agressives ou alors pas agressives et laisser les mecs scorer. Enfin bref, le profil de tir et la fréquence des tirs selon les zones, ça tu contrôles. L'efficacité, un peu moins. Alors après, ça dépend. Si t'es OKC, si t'es Boston de la grande époque, si t'es des trucs comme ça, oui, t'as une escouade de défenseurs géniaux, ça vient affecter un peu la réussite adverse parce que les close-out sont incroyables, donc ça affecte. Je crois que c'était les Pelicans l'an passé qui en 2024 avaient, tu sais, avec Herb Jones, Trey Murphy, des mecs qui couraient partout, Tyson Daniels, c'est encore l'an passé. Oui, là il y avait une corrélation entre le niveau de défense, de close-out, de fermeture sur des shooters, et le fait que ça a autorisé une efficacité assez basse. Mais voilà, il y a aussi un aspect aléatoire, donc ça on l'a dit. Bref, sinon, sur quoi je pourrais aller? Tu as donné ta deuxième stat du jour. Ouais. Je peux peut-être donner la mienne. Tiens, restons un peu là-dessus. Ma deuxième stat du jour, moi, c'est 111. 111, c'est le True Shooting Plus de Zach LaVine. Donc, Zach LaVine est parti, mais il fait quand même partie de ce bilan 2025, puisqu'il a quand même passé plus de la moitié de la saison chez vous. Et 111 de True Shooting Plus, donc on rappelle True Shooting Plus, les stats en plus, c'est relatif à la moyenne, et True Shooting, c'est l'efficacité. Voilà. Et donc, grosso modo, il est 11% au-dessus de l'efficacité moyenne de NBA, et c'est une incroyable efficacité. Il y a sans doute pas mal de critiques qu'on pourra faire, et qu'on a fait à Zach LaVine, mais pour le coup, on est quand même sur un joueur qui est ultra efficace, et encore, surtout même cette saison, et en termes de chiffres bruts, donc plus 11% relatif à la moyenne, mais en brut, on est à 1,28 points par tir. La productivité par tir tenté 1,28, c'est quand même énorme en NBA. Là je parle de son passage à Chicago seulement, mais il a fait pareil d'ailleurs à Sacramento, il a fait deux fois deux demi-saisons pareil, donc c'est similaire. Mais 39 joueurs en NBA cette saison avec minimum 1400 minutes, donc un gros temps de jeu, et minimum 27% d'usage, donc un gros volume d'utilisation également. 39 joueurs sur ces 39, il était 4e meilleur à l'efficacité. Derrière Jokic, Durant et SGA, autant dire, voilà, c'est un peu les aliens, et lui était 4e derrière ça. À la base de ça, on a aussi le fait que il fait une saison à 3 points qui est phénoménale, hein, 45% à 3 points, et à Chicago et à Sacramento, et donc au global, 45% à 3 points, c'est absurde. C'est une partie surchauffe, on est d'accord, c'est pas son vrai niveau, mais ça reste un excellentissime shooter NBA qui a quasiment 40% en carrière, peut-être même un peu sous-estimé, je sais pas ce que tu en penses, mais les fans un peu grand public parfois sous-estiment à quel point c'est pas juste un bon shooter, mais un excellent shooter NBA. Donc surchauffe, d'accord, mais il n'y a pas que ça. De base, c'est un bon shooter à 3 points, et comme dit aussi, son efficacité globale, c'est pas la première fois qu'il fait un score de 111, de plus 11% relatif à la moyenne. Il a déjà fait en 2021. En 2022, il avait déjà fait aussi une pointe à plus 7%, ce qui est aussi beaucoup pour un joueur de ce volume-là. Donc voilà, c'est le Zach LaVine, il est parti, d'accord, mais on a pu avoir pendant une demi-saison aux Bulls, peut-être une des, si ce n'est la meilleure version offensive de lui au final. Ouais, c'est ça. En fait, c'était ma 3e stat, donc je vais la donner directement. C'était 44,7%. Et donc c'est le pourcentage de réussite à 3 points de Zach LaVine sur pull-up avec Chicago cette saison. Donc sur sa période à Chicago, il est premier sur 22 parmi les joueurs à minimum 4 tentatives par match, donc de pull-up à 3 points. Et même en fait, quand on prend toute la saison en entier, il est à 43,7% et là encore premier. Donc comme t'as dit, hein, il y a une petite surchauffe à 3 points évidemment, mais en fait 39% en carrière, mais en fait il prend des tirs tellement compliqués, c'est rarement des catch and shoot ouverts ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de pull-up, parce que Zach LaVine c'est un scoreur aux 3 niveaux. C'est vrai qu'on a vu cette saison, on a vu avec Chicago, on commence à voir en tout cas une sorte de déclin physique dans le registre de Zach LaVine, attention, hein. Ça reste toujours un très bon athlète, hein. Ça veut dire que juste il redevient humain en fait, c'est ça? Ouais, il est encore un peu au-dessus du cercle humain, mais il se rapproche de l'humanité, ouais. Dans le sens où il est un peu moins explosif sur son premier pas.
Il y a un déclin progressif d'ailleurs sur sa fréquence de tir au cercle et à l'inverse une hausse de sa fréquence de tir à 3 points quand on prend sa carrière au global. Mais honnêtement, ça reste toujours un excellent scoreur aux 3 niveaux, que ce soit finition au cercle, au mid-range ou à 3 points. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un scoreur idéal, enfin c'est une seconde option idéale dans beaucoup de franchises contenders pour le titre, notamment du côté des Rocheuses. Mais ouais, c'est ce playmaking secondaire que j'aime beaucoup également avec lui. En plus, il s'est exprimé à merveille dans le jeu de transition de Chicago parce que ses qualités athlétiques ont pu être mises en valeur. Et c'est un joueur qui se projette très vite en contre-attaque, Zach LaVine. Donc ouais, c'est une excellente saison. Je suis content que il soit parti sur une bonne note, hein, parce que là c'est vrai que les dernières saisons étaient un peu plus compliquées pour lui. On se rappelle de sa guerre de communication avec son agent durant la saison 2023-2024 où il affiche ouvertement son envie de partir. Là, c'est vrai que il semblerait qu'il ait eu un comportement vraiment parfait dans les vestiaires, à monitorer les jeunes, etc. Sans jamais vouloir se mettre lui avant les autres et tout. Donc non, vraiment très content de lui, très content de tout son passage au global à Chicago, où il s'est élevé comme un All-Star et j'espère que à Sacramento ou autre part, ça ira mieux pour lui. C'est toute la question, mais effectivement quand on parle de surchauffe, mais comme tu dis, c'est pas non plus c'est pas comme si Jaylen Brown avait fait une saison à 45% à 3 points. Jaylen Brown qui est de base un shooter un peu plus banal, un peu plus bon que excellent, ou c'est pas comme si Dejounte Murray ou voilà, avait fait une surchauffe totale à 45%. Ça reste une surchauffe, mais dans le cadre du raisonnable, on va dire. On n'est pas surpris vu que LaVine est un bon shooter à 3 points. Mais en fait, lui aussi n'a pas été épargné par les critiques depuis des années par les fans des Bulls, et là encore je peux comprendre. En fait, c'est juste que le joueur est ce qu'il est, quoi. Je pense que le joueur est ce qu'il est, et en l'occurrence il n'est pas quelqu'un qui, enfin on le connaît à ce stade de sa carrière, comme tu dis, il a quoi, 29-30 ans, il va faire 30 ans, il a eu 30 ans en mars dernier. Et voilà, c'est un mec qui est élite en termes de efficacité, notamment au shoot et en termes de spacing, qui est non pas élite, mais bon, voire très bon en termes de création de scoring, mais pas en tant qu'option numéro 1, comme on dit. C'est un mec qui, en termes de création collective, il faut pas s'attendre à ce que ce soit lui un peu le dépositaire du jeu, voire même plus que ça. C'est un playmaker sympathique, mais en tertiaire, quoi, peut-être, ou secondaire tertiaire, mais il faut pas que ça parte de lui. C'est un mec qui, en défense on-ball, peut être mauvais, mais peut aussi avoir des bons passages, et qui, en défense off-ball, est assez neutre pour être gentil, parfois cata pour être plus méchant. Mais voilà, en fait, on sait qui il est, quoi. Et peut-être que le problème de sa carrière a été soit ses velléités de son côté, soit la perception que les fans ont pu avoir, ou les espoirs que les fans ont pu avoir sur lui, qu'il devienne plus que ça. Alors qu'en fait, c'est presque juste j'exagère peut-être un peu, mais un peu le profil Michael Porter Jr., quoi. C'est-à-dire le mec qui peut être un excellent troisième lieutenant, mais avec un certain volume, une certaine efficacité, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la création de jeu qui vienne de lui, quoi. Et je dis ça, mais Zach LaVine a quand même beaucoup plus de création on-ball que Porter Jr. Mais je trouve que, en fait, faut juste accepter qui il est, tout de même, mine de rien. C'est aussi dur d'accepter qui il est quand il est payé comme peut-être une première ou deuxième option. C'est peut-être ça aussi qui a coincé pendant longtemps, quoi. Ouais, ça, le fait qu'il soit le franchise player d'une équipe en reconstruction, d'abord, déjà à Minnesota, il était dans une période très compliquée de la franchise, et après quand il arrive à Chicago, on le surresponsabilise. Donc il y a des stats brutes qui sont super intéressantes, hein. Ouais. Mais effectivement, en fait, il y a peut-être une surresponsabilisation dans le sens où si Chicago avait été compétitif, il aurait jamais eu autant la balle en main et il aurait eu autant la place pour se développer. Mais oui, c'est un excellent joueur et je pense qu'il a pas eu de chance dans sa carrière de jamais se retrouver réellement dans les bons environnements. Et il a été échangé à Sacramento. Ouais, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, c'est que je crois que c'est quand il renégocie son premier contrat avec Chicago où il accepte en premier lieu une offre de Sacramento. Ah oui. Et Chicago la match, où je crois qu'il y avait une affaire comme ça. Quand il était restrictif free agent. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être c'est en 2018 là, quand il revient à peine de sa blessure. C'est assez marrant que finalement il est allé à Sacramento. Mais non, mais ça fait partie de la frustration pour moi parce que oui, en fait, il est payé très cher, sans doute trop cher, donc c'est pas facile à caser chez un contender, hein, 47 millions l'an prochain. Mais c'est juste que bon, voilà, après 10 années Wolves qui sont pas bons, puis Chicago qui sont moyens, j'aurais bien voulu le voir ailleurs dans une bonne équipe, et ça va à Chicago, quoi. Enfin pardon, ça va à Sacramento. Donc lapsus, pardon.
Mais ouais, en fait, je trouve que finalement, cette saison, quand tu as arrêté d'avoir des attentes et de dire que oui, c'est à lui à mener l'équipe et tout, bah finalement, tu peux profiter du fait que c'est un scoreur hyper efficace qui peut participer à ce style de jeu, quoi. Clairement, c'est ça. Et donc bonne chance pour lui, hein, et merci pour tout ce qu'il a fait à Chicago. Il y a quand même des souvenirs mémorables, hein, enfin mémorables. Pour nous les fans en tout cas à Chicago, sa performance contre Charlotte, etc. Enfin, non, il y a eu des beaux cartons. Et il nous a bien sauvés pendant des années de misère. Et donc, je ne te lance pas puisque je t'avais piqué Zach LaVine, on vient d'en parler à l'instant, mais donc ma troisième stat du jour, et on peut en parler ensemble, je pense, c'est 1,22. 1,22, c'est les points par tir sur drive de notre ami Coby White, qui fait une très bonne saison. On va en parler, je pense que tu as des stats sur lui peut-être ou pas, mais de toute façon tu peux en parler. 1,22 points par tir sur des tirs en fin de drive, donc lay-up plus lancer franc provoqué et entrée ou pas. Mais c'est 19e meilleure efficacité, 19 sur 96 joueurs à plus de 7 drives. Donc j'ai pris les drivers un peu réguliers, on va dire, plus de 7 par match. Il est 19e sur 96, donc c'est quand même très bien. Et même si on se concentre sur les gros drivers, pas juste réguliers, mais gros drivers à 12 par match, minimum 12 par match, il est 6e meilleur de NBA sur 27, derrière SGA, Jalen Brunson, Doncic, Devin Booker et j'ai oublié de noter, je ne sais plus. Mais bref, donc il est dans l'élite, quoi. Il est quasiment dans l'ultra élite. Et c'est vrai que c'est quand même un peu, je vais pas dire une anomalie, mais c'est un progrès qu'on n'avait pas vu venir forcément, on pouvait pas s'y attendre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quasiment en zone driver d'élite, en tout cas en efficacité pour cette saison. Mais ce qui est aussi assez notable, c'est de voir que il le fait surtout en fait en mettant ses lay-ups. Il rentre ses lay-ups ou ses flotteurs en fin de drive. Vous allez me dire, bah oui, c'est ça le principe. Mais non, parce que de l'autre côté, le drive, il y a aussi beaucoup de lancers francs provoqués. Je parle de SGA, je parle de Doncic ou des mecs comme ça, même Devin Booker ou Brunson. En fait, ces mecs-là, ils sont aussi bons parce qu'ils provoquent des lancers francs et donc c'est des points rentables. Donc ça s'ajoute et ça booste un peu la productivité du drive et d'efficacité sur drive. En l'occurrence, Coby White, 53% d'efficacité sur ses tirs en fin de drive. Donc c'est bien. Mais surtout, il est 4e pire des gros drivers. 4e pire en termes de nombre de lancers francs provoqués sur les drives. Et il y a que des Garland, des Tyler Hero et des Malik Monk qui font pire que lui en termes de lancers francs provoqués sur drive. Donc, même si lui c'est quand même un peu amélioré en lancer franc, il est passé de mauvais à un peu mieux, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passe aussi beaucoup par une amélioration de la zone des flotteurs. Il passe de 41% à 48% dans cette zone des flotteurs, et ce qui fait que ce drive est mieux et meilleur, et qu'on a une efficacité globale générale qui est pas mal aussi cette saison. Plus 4% relatif à la moyenne, c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un aspect où je pense qu'on est peut-être à un plafond, mais un plafond qui est très très bien, quoi, parce que tu vois, comparé à d'autres mecs, c'est quelqu'un qui a pas du tout la taille, enfin la taille il est à 6'5", c'est pas mal pour un meneur, mais c'est pas la taille de Doncic, c'est pas la taille même de SGA ou de mecs comme ça, mais il a pas du tout les bras, il a des bras assez très petits pour comparer à sa taille, donc il y a pas du tout ce bonus là, il y a pas une verticalité en fin de drive du genre un pop double pas et je peux monter au panier et finir au niveau du cercle, il y a pas une agressivité, une puissance à la Doncic ou SGA pour encaisser les contacts et scorer malgré tout. Donc en fait il a des limitations assez claires qui l'empêchent d'être sans doute l'ultra élite, mais je trouve que faire une saison comme ça et poster une saison comme ça en termes de drive malgré ses limites, certes, il a atteint son plafond, mais un plafond qui est quand même assez admirable en termes de pénétration balle en main, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que l'année dernière, il s'était vraiment développé en tant que ultra menace à 3 points, enfin dans le sens où il avait augmenté son volume brut, etc. Et moi, j'avais peur un peu qu'on se limite à ça avec lui, à un joueur qui prend des deep 3. Et en fait, cette année, il a montré que justement, il pouvait faire un peu plus. Alors, comme t'as dit, il y a des limites sur drive, notamment moi, j'ai sur le passing où j'ai des flashs où il fait pas la passe alors qu'il devrait ou quoi que ce soit. Va pas y avoir ça va pas être un passeur d'élite, mais en fait, c'est pas son profil parce que c'est un scoreur avant. C'est pas Garland, clairement, si on fait la comparaison, quoi. C'est pas Garland, clairement pas. Mais sinon, il y a une progression sur drive. Le spacing de Chicago, le nouveau spacing de Chicago, lui va beaucoup mieux également. Mais c'est pas que ça il y a pas que ça en fait, même dans sa capacité à provoquer des lancers, il y a une petite progression
Comme t'as dit, il va pas finir, enfin, il est pas fort pour absorber le contact et finir, pas du tout, hein, parce que profil physique bien trop limité. Mais en fait, juste dans les nuances, dans la manière de ralentir son dribble ou sa course au bon moment pour laisser passer son défenseur et ensuite essayer d'aller finir. Pas comme Doncic, hein, bien sûr, pas du tout, mais c'est un peu l'image que je veux donner de dire, avant c'était du tout droit et je vais le plus vite possible, etc. Là maintenant, il est un peu plus contrôlé sur drive et dans ses courses vers le cercle, même également sur son footwork, là où avant il avait un footwork un peu hasardeux, c'est beaucoup moins le cas maintenant, et donc finalement ça en fait un joueur qui est un peu plus en contrôle, on voit hein, que les répétitions en fait lui permettent de progresser, et comme t'as dit, on est peut-être sur une version finale, mais la version finale est franchement cool, et donc attention à pas avoir la même idée que ce qu'on avait avec Zach LaVine il y a quelques années. Oui, ça sera pas un franchise player, etc. Ça sera peut-être même pas une troisième option. Quoique, on verra. Hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que le profil, en tout cas, est moins contraignant que ce que j'avais en tête l'année dernière. Disons que moi, si tu m'avais dit, et pourtant moi je l'aimais beaucoup à la draft, hein, j'avais beaucoup vu à North Carolina, mais si tu m'avais dit il va finir parmi les gros drivers, 6e meilleure efficacité sur 30, quasiment 30 énormes drivers en NBA, je n'y aurais pas cru, quoi. Parce qu'il a des limites, il a pas des défauts, il a des limites de petits bras, manque de verticalité, etc. On l'a déjà dit. Donc en un sens, je voulais en parler parce que c'est aussi un accomplissement en soi, quoi. C'est un truc qui était pas normal. Moi, à l'époque de la draft, il y avait beaucoup de comparaisons aussi, un peu, alors tout est relatif, mais avec Trae Young et Stephen Curry, quoi. C'était vraiment le côté pull-up à 3 points et un côté très dynamique. Et que oui, il y avait le dynamisme sur balle en main et sur dribble, etc. Mais pas toujours pour aller au panier. Donc là, quand je vois qu'il est quasiment parmi l'élite d'efficacité sur les drives, je suis quand même assez content. Après, là où je parle aussi de plafond, c'est que, tu vois, ça part aussi, c'est beaucoup des flotteurs qui rentrent beaucoup. Or, je ne sais pas si c'est un truc qui pourra se maintenir sur les 3, 4, 5 prochaines années ou à terme oui, en fait, tous les ans, il va shooter à 50% dans la zone des flotteurs. Est-ce que ça, c'est un peu une surchauffe parce que sur une saison, petite échantillon, ça peut un peu décoller et puis ensuite, c'est s'éloigner de la moyenne. Il n'y a pas le temps de normaliser. Ou est-ce que c'est durable? Mais je parle de ça parce que la différence, c'est qu'un mec comme SGA ou un mec comme Doncic, grands, ils le seront toujours. Et les lancers francs, et ça le sera toujours. Les mecs qui savent provoquer des lancers francs, ils vont toujours le faire. Alors à moins qu'un jour ils auront 37 ans, ils pourront plus le faire. Il n'y aura pas le physique, comme Harden par exemple. Mais voilà, ça se maintient. Alors que le 48% aux flotteurs, sur les flotteurs, quasiment 1 sur 2, ce qui pour cette zone est quand même très très efficace. Ça, c'est pas sûr que ça se maintienne. Mais bon, ça, on verra. Et c'est vrai que ce qui est aussi notable avec lui, il y a peut-être une deuxième nuance, pardon, c'est le fait que il y a sans doute de la transition qui vient là-dedans. Et que ça rajoute, c'est peut-être pas que des drives de demi-terrain jeu posé, quoi, peut-être. Mais par rapport à ça, quel est un peu le futur, tu penses, de Coby White? Comment est-ce qu'on va gérer son cas? Parce qu'actuellement, c'est un joueur qui offensivement participe à ce style de jeu pleinement et à mon avis fait du bien, parce que c'est bien d'avoir des jeunes, mais c'est quand même bien aussi d'avoir un peu de compétences et un environnement un peu viable pour développer ces jeunes. Et donc il est là-dedans. Je trouve que c'est aussi un rapport qualité-prix qui est assez excellent pour l'instant, parce qu'il a quoi? Il a 12 millions l'année, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qui est quand même rentabilité par rapport, qualité-prix, c'est quand même énorme. Donc comment est-ce qu'ils vont aborder cette question du contrat finissant? Il reste plus que 1 an à 12 millions. Est-ce qu'on va chercher à le prolonger parce qu'il est compétent et que même plus tard pour l'échanger avec un contrat long terme, hein? Ou est-ce qu'on va s'en débarrasser maintenant vite à la deadline? Je serais assez curieux. Mais tu vois, même s'ils voulaient s'en débarrasser, le problème c'est que comme il est payé que 12 millions et qu'il est en fin de contrat, je suis pas sûr que tu aies une énorme contrepartie en échange, quoi. Donc je suis même pas sûr que ce soit l'intérêt des Bulls de l'échanger maintenant. Peut-être ce serait bien de le prolonger 2, 3, 4 ans pour l'échanger dans 1 an, quoi. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de fans des Bulls qui disent c'est le moment de le trade maintenant, on pourra jamais en tirer plus de valeur, mais comme t'as dit, le contrat est assez faible, et en fait aujourd'hui on est presque obligé d'ajouter un autre contrat, un autre joueur avec lui si on veut récupérer vraiment des assets. Donc moi la seule idée qui me vient en tête, c'est si on abandonne vraiment le projet Patrick Williams. Patrick Williams et Coby White, ça fait à peu près du 33-34 millions à deux. Tu peux peut-être récupérer quelque chose, mais en même temps, je me dis, est-ce que t'as pas envie de garder le contrat de Patrick Williams pour un autre moment ou quoi? Enfin,
Je sais pas, j'avoue que moi je suis encore assez indécis parce que là c'est vraiment très subjectif, mais j'aime beaucoup ce joueur, la vibe qui dégage, etc. Enfin, c'est des trucs qui vont au-delà du sport en lui-même. Hein. C'est en plus moi un moment où je me rappelle après qu'il était drafté, j'avais vraiment beaucoup regardé North Carolina justement parce que je sais pas pourquoi, je m'étais pris d'amour pour lui avant même qu'il arrive. Donc mon cœur me dirait qu'il faut le garder à tout prix. La raison me dirait qu'effectivement, on essaye de le prolonger, on va peut-être le surpayer, mais ensuite, on pourra peut-être en tirer plus de valeur. Mais attention à ce qu'il décline pas, parce qu'avec ce genre de profil-là, petit, etc., on sait que le déclin arrive plus rapidement que chez d'autres joueurs. Donc à voir. Effectivement, le côté on pourra jamais en tirer autant, je l'entends aussi. J'entends cet argument et peut-être en effet profiter de, comme tu dis, de sa très belle cote pour le combiner à Williams, qu'on a une plus mauvaise, pour essayer un peu de sauver, comme ça, de sauver et de se débarrasser de Patrick Williams, si t'as envie. Mais un peu mélanger la bonne cote et la mauvaise pour t'en tirer avec un package intéressant en retour. Après, lequel? C'est aussi ça le truc, quoi. Parce que une équipe comme les Bulls, certes, tu peux arriver aux 30 millions ou même un peu plus 35 avec ces deux contrats. Mais une équipe de reconstruction totale, en général, ne va pas chercher des stars déjà payées 30, 35, 40, quoi. Donc je sais pas qui est-ce que tu pourrais en plus avoir dans ce lot-là, quoi, dans ce range de prix. C'est vrai que pendant longtemps, il y avait le Orlando Magic qui ressortait, mais bon, avec l'arrivée de Desmond Bane, ça paraît assez enterré maintenant. Oui, c'est un autre calibre de joueur, en effet. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est complètement différent. Donc maintenant, j'avoue que je vois pas vraiment quelles sont les franchises qui vont se positionner dessus. Et là, ce qu'on a vu cet été-là avec la gestion du cas Josh Giddey, alors au moment où on enregistre, il a pas encore prolongé. Oui. Mais c'est vrai que Chicago joue la montre avec les joueurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cap space cet été. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus de cap space. Donc, c'est vrai. Je sais pas trop. En fait, je présente toutes les possibilités, mais je sais pas encore laquelle est la bonne. Ouais. Effectivement. Alors peut-être d'ailleurs un sign and trade avec Kuminga. Oui. Hein. Tu l'envoies aux Warriors et tu récupères Kuminga. Oui, tu essaies de recréer la draft 2021 avec Josh Giddey, Kuminga. Ensuite, tu vas chercher Jalen Green à Phoenix aussi. Tous les projets de 2021. Bon, sauf Evan Mobley. C'est peut-être celui-là qu'il aurait fallu aller chercher. Mais c'est ça le problème. C'est tout sauf Evan Mobley. Mais ça, c'est pas possible, effectivement. Très bien. Donc voilà pour le cas Coby White qui, bon, on l'a pas dit non plus. Enfin, si, t'as commencé un peu à le dire, mais c'est vrai que il y a une bonne saison en scoring, mais peut-être on peut préciser qu'il n'y a pas l'ampleur le potentiel pour une première option d'équipe de scoring, comme on dit, donc un énorme volume. Et même en termes de playmaking, c'est sympa. Il fait un peu plus de passes quand même depuis quelques temps, mais c'est pas quelqu'un, je crois qu'on en avait parlé l'an passé déjà, donc je veux pas qu'on se répète, mais c'est pas quelqu'un qui fait des actions, de A+, quoi, qui va chercher de la création pure, créativité incroyable et tout. Il peut faire les basiques, même un peu plus que les basiques, mais ça va pas être un moteur de ton fond de jeu collectif, quoi. C'est ça. Donc bon, on en profite encore, mais ouais, je suis pas sûr que ça soit vraiment viable sur le très long terme, mais bon, on verra. Tu vois, 25% d'usage cette année même. Une année où il y a la place, hein. Bon, finalement 25% c'est pas mal, mais c'est pas un 30-35 quoi, d'héliocentrique ou de gros volume, quoi. Donc même cette année le volume était assez réduit, donc très efficace sur un volume réduit, en plus pas trop de déchets au niveau des turnovers. Ça ressemble à ce que j'appelle moi le rôle de gunman, quoi, le rôle de l'homme de main, quoi, le Beretta, le Norman Powell, exactement. Ça ressemble un peu à ça. Et je pense que clairement c'est un mec, bon, on l'a expliqué, le contrat fait que c'est peut-être pas si facile que ça de l'échanger, ou t'as peut-être pas envie de l'échanger, mais dans un rôle un peu à la Norman Powell, dans une équipe un peu plus compétitive, je pense que ça va totalement, quoi. C'est-à-dire, on va dire, le 6e, 7e homme de grand luxe d'une équipe à 55 victoires. Je pense que ça peut totalement le faire, quoi, parce que spacing, off-ball, parce que même avec la balle, il peut faire des trucs, etc. Donc voilà pour Patrick Williams. Je t'ai piqué ta troisième stat du jour. Je peux t'en filer une si tu veux. J'en ai récupéré une durant l'enregistrement là. Alors je recommence officiellement. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Chicago Bulls 2025? Ouais, alors ma troisième stat du jour, donc c'est moins 0,9. Ouais. Et c'est la perte d'efficacité infligée au panier par Nikola Vucevic. Ah, mais voilà, on allait partir sur le même sujet alors. Ok, donc moins 0,9%, donc bon, pris en tant que tel, voilà, il faut ajouter un peu de contexte. Donc parmi les joueurs qui défendent minimum 6 tirs au panier, il se classe de mémoire 22e ou 23e sur 31.
Je crois qu'il y a que Jokic qui est un peu moins bon et un autre mec, mais je sais plus. Ouais, bah alors les joueurs en dessous de lui, j'ai Towns, Jokic, Mark Williams. Mais sinon au-dessus de lui, il y a des Alex Sard, Domantas Sabonis, Jakob Poeltl, etc., etc. Donc 2 joueurs offensifs et un joueur qu'on a essayé de nous vendre comme protecteur de panier / catch and finish à Charlotte et aux Lakers. Hein. C'est ça, exactement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà sur les stats brutes, c'est vrai que la saison de Vucevic, elle est bonne. Enfin, si on prend les stats brutes et qu'on s'arrête là, bah, on peut se dire ouais, bah, c'était vraiment une bonne saison de sa part, 18,5 points, 10,1 rebonds, 40% à 3 points. Mais en fait, déjà, le tir à 3 points, c'est une surchauffe. Et ce qui est un peu le comble quand on connaît le profil de Nikola Vucevic, qui est normalement un 5 qui étire les défenses, mais dans la réalité, en fait, ça n'a jamais été un 5 qui a été assez efficace pour vraiment écarter les défenses efficacement. Et c'est vrai que le fait que ça soit un joueur avec un volume assez important à 3 points et peut-être le stéréotype de l'Européen blanc font que les défenses le voient comme un joueur qui est une menace à 3 points, alors que pas vraiment en fait. En carrière, il y a 2 ou 3 saisons où il est efficace à 3 points et le reste il est toujours en dessous de la moyenne de la ligue. Donc il y en a 2 en fait. Hein. Il a cette année, comme tu dis, 40% et la dernière fois c'était en 2021. Mais 2021, attention, c'est l'année où les salles étaient vides après le Covid et c'est l'année où tout le monde a bien shooté parce que les salles étaient vides. Hein. Randle à plus de 40%, Embiid aussi. Qui est-ce que j'oublie encore? Enfin bref, plein de mecs. Vucevic, mais tout le monde a bien shooté en 2021. Donc c'est un peu à mettre entre parenthèses. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a une perception de lui et de son profil qui est très spacing, mais qui peut-être, je pense, peut s'expliquer aussi parce que il débarque en NBA draft 2011, si je dis pas de bêtises, aux Sixers. Bon, il joue pas aux Sixers, hein, il joue pas trop aux Sixers la première année, mais il débarque avec, mine de rien, un petit pick and pop à mi-distance. Et ce qui, en fait, en 2011 ou 2012, était considéré comme le spacing, quoi, à l'époque. Vraiment, je veux dire, la Marcus Aldridge aussi, le pick and pop à 2 points, etc. Garnett aussi, encore à l'époque, prenait ces fameux pick and pop à 2 points avec un pas devant la ligne à 3 points. C'est un peu dommage, mais c'est l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'image du côté spacing est née de cette époque où en fait, tout le monde n'était pas capable, tous les bigs n'étaient pas capables de prendre ce petit pick and pop à 2 points. Le problème, c'est que, comme tu dis, ça s'est jamais transposé à 3 points, quoi. Donc là, c'est sa première vraie saison à 40%, si on exclut un peu, du coup, 2021, année bizarre. Mais effectivement, je voulais te poser la question, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment est-ce qu'on juge ça? Est-ce que c'est juste petit échantillon? Ou est-ce que c'est avec l'âge et les répétitions, le shoot étant de la mémoire gestuelle, ça tend à venir de plus en plus et de mieux en mieux avec l'âge? C'est vrai que ça pourrait un peu changer le profil, mais là-dedans, ça fait une seule vraie saison à 3 points, quoi, presque. Bah c'est ça, et puis il n'y a pas non plus une explosion de l'efficacité au lancer franc. Alors en carrière, là ces dernières saisons il était autour des 83-84%, et là cette année 81,5%, donc c'est très bon, hein. Mais en fait il n'y a pas cette explosion qui me fait dire ok, dans son shoot il y a une réelle progression à proprement parler. Moi je pense qu'il y a une surchauffe, qu'il a plus mis ses tirs que les années précédentes. Bon c'est très bien pour lui, mais j'ai du mal à me dire que ça va réellement se transposer là la saison à venir, ou même sur si on prend du long terme en fait, une vision globale. Non, c'est pas un joueur qui est efficace à 3 points. Mais après c'est vrai que dans son utilisation il y a eu une petite évolution dans le sens où il y a eu un peu moins de post-up et de long mi-distance, et davantage utilisé comme une sorte de hub. Alors c'était déjà un peu le cas les saisons précédentes, mais là je trouve que ça a encore été un peu accentué dans ces nouveaux schémas de Chicago. Donc quand tu dis hub, c'est les jeux de dribble and off, le jeu de main à main, quoi. Donc le big qui a la balle et ça vient tourner autour de lui, il donne la balle, quoi. C'est ça, exactement. Alors pas aussi bien que des Domantas Sabonis ou quoi que ce soit, bien sûr, mais en fait c'est une petite évolution dans son jeu. Je me dis que est-ce que lui il va faire ce sacrifice-là de devenir que un Brook Lopez? Je sais pas encore, mais s'il est pas assez efficace, c'est assez problématique ça. Et puis après j'étais parti d'une stat défensive, donc je vais finir par ça mon argumentaire, mais c'est vrai que sur son placement du drop, je trouve que c'est un défenseur en drop, hein, la majorité du temps, et son placement est bon, mais en fait les limites athlétique et le fait qu'il ait pas non plus une envergure si grande que ça, enfin en tout cas pour gêner les intérieurs bondissants, couplé à son manque de mobilité latérale et de vitesse pure, font que pour moi en fait c'est un défenseur qui est très rapidement ciblable,
Et qui en plus a pas de protection de cercle vraiment très bonne. Donc son profil pour moi est assez compliqué. C'est ce qui, je pense, explique qu'il soit toujours à Chicago aujourd'hui. Ouais, ça et le salaire aussi qui est pas non plus énorme, hein, c'est 20 millions quoi. Si tu avais voulu en faire ton troisième homme d'une rotation de big, moi ça m'aurait plu, hein, pour le coup, tu vois, Santi Aldama, troisième homme à Memphis, c'est pas non plus assurance tout risque en défense, quoi. Presque, c'est même l'inverse. Mais déjà, le 3 points est là pour Aldama, et pas que le 2 points, pas que le long 2 points, depuis longtemps. Et surtout, le salaire est quand même un peu plus bas. Alors, il vient de signer un nouveau contrat, mais ça va être pour un nouveau CBA où ça va augmenter. Mais voilà, c'est le prix aussi est peut-être a été en tout cas un obstacle. Cela dit, il faut quand même noter l'aspect de un peu évolution du rôle depuis quelques temps, hein, parce que tu vois, il commence à Chicago, il est quasiment à 27% d'usage, donc un vrai volume de créateurs. Là, on est à 20%, 21%. Donc en termes de volume même, donc le nombre de ballons que lui termine, le nombre de possessions que lui termine en termes de shoot ou de passe, c'est plus bas qu'avant, même bien plus bas. Et même en termes de pourcentage de paniers assistés, on est à 81% de paniers assistés. Donc en fait, 4 fois sur 5, quand il met un panier, c'est quelqu'un créé pour lui, quoi. C'est créé par autrui, puisqu'il y a une passe décisive. C'est son plus haut total en carrière, mais voilà, en fait, on est assez loin de l'image du pivot, comme tu dis, hein, le pivot européen soit le pivot européen qui shoot, soit même le pivot européen, tu sais, à la Valanciunas ou des mecs comme ça, qui sont en fait des mecs de post-up, mais ça colle plus trop dans la NBA d'aujourd'hui. Mais en fait, il est même pas ça non plus, quoi, Vucevic. Donc en un sens, c'est pas mal, parce que vu que sa création, elle est cool, mais pas à ce point cool, c'est bien qu'il en fasse moins. Mais pour te rejoindre aussi, comme tu dis, tu as commencé par ça, c'est la question sur la défense, en fait. Parce que si la défense était quand même un peu meilleure, il aurait pu, je pense, bien finir encore une carrière NBA avec quelques années supplémentaires de bonne qualité, même de très bonne qualité. Là, c'est vrai qu'on hésite un peu à en faire son titulaire, on hésite un peu à le faire jouer beaucoup, parce que d'un point de vue positionnel, on va dire, c'est bien, il a des bons fondamentaux, il est sur les bons spots, mais il n'y a pas la capacité de faire les actions, quoi. Donc ça, et en plus, comme tu dis, le fait que même sur drop, parfois c'est pas parfait le positionnement ou le placement, et que voilà, il se fait manger au contact, il a pas la longueur de bras, il affecte pas les tirs au panier, etc. Donc j'ai envie de dire un peu comme d'habitude finalement pour Vucevic, même si depuis 3, 4, 5 ans, le volume réduit petit à petit et le rôle se spécifie. Ça se dit, ça spécifie, devient de plus en plus spécifique, pardon, en tant que role player, quoi, de finition. Ouais, bah, c'est clairement. Et lui, d'ailleurs, c'est pour ça, non, qu'il a pas bougé encore. C'est une des dernières pièces qui a pas bougé par rapport à l'équipe d'avant, c'est le salaire, non? Alors, c'est le salaire, c'est aussi que les dirigeants, à un moment, voulaient récupérer un premier tour de draft. Bon, bah, non. Ouais. Enfin, non, il vaut pas un tour de draft. Donc, je crois que là, actuellement, les dernières rumeurs qu'on avait autour de lui, c'était un buyout, donc à voir, mais oui, comme t'as dit, le salaire fait que, en fait, il est cet intermédiaire où t'es obligé de mettre une somme un peu importante, mais pas non plus si importante que ça pour dégager des contrats boulés. Donc un peu, ouais, sa situation est un peu compliquée pour lui. Et puis on va dire que Karnisova, c'est pas le plus inspiré pour trouver des assets dans des trades. Non, mais tu vois, vu ce qui se passe cet été en NBA, qui est relativement inédit, c'est-à-dire les buyouts pour des joueurs majeurs, enfin en tout cas pour des joueurs non mineurs, joueurs majeurs type Lillard ou Bill, mais aussi pour des joueurs un peu intermédiaires, Ayton. On a vu là il y a 2 jours par rapport à quand on enregistre aussi Marcus Smart, enfin il y a un jour maintenant, Marcus Smart des Wizards qui a été racheté. C'est vrai que tu te dis, mais en fait, pourquoi pas accepter de se faire acheter son contrat. Après, il faut voir à quel point lui veut abandonner de l'argent sur la table et à quel point les Bulls aussi, à l'inverse, sont enclins à lui en donner beaucoup sur les 20 millions restants. Il en reste combien? 2 années, non? 1 ou 2? Je sais plus. Il me semble qu'il reste une saison. Là, on est sur ça. Enfin, il est en free agent. Il reste que 26 prochain. Ouais. Donc peut-être, tu vois, on va se retrouver à la fin de l'été, il aura négocié un buyout, et puis il ira signer peut-être pour être le 3e ou 4e big d'une rotation dans une bonne équipe. Ça me paraît assez probable, mais c'est vrai qu'à ce tarif-là, c'était compliqué à bouger, je trouve. Donc voilà pour Vucevic, mais d'ailleurs, tant qu'on y est, j'ai pas trop de stats sur lui, mais restons un peu sur le secteur intérieur, puisque lui, Vucevic était le pivot titulaire encore une fois. Qu'est-ce que la saison de Jalen Smith, qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'avais noté son pourcentage à 3 points, parce que à peine 32%, c'est dommage, vu que la théorie du joueur c'est censé être un pivot qui shoot. Qu'est-ce qu'on en pense de sa saison après être arrivé de Indiana l'été dernier?
Ouais, bah, je suis assez partagé parce que, bah, comme tu l'as dit, l'adresse à 3 points, énorme chute. Ce qui me fait me dire que finalement, peut-être que l'année dernière, c'était une anomalie. Mais en fait, il garde quand même cette gravité à 3 points, parce que je crois que même sa fréquence à 3 points, c'est environ plus de la moitié de ses tirs sont à 3 points. Mais en fait, c'est en défense où j'ai été plutôt agréablement surpris, dans le sens où bah, c'est un intérieur assez dynamique, mais qui a une bonne activité au rebond en fait. Il est peut-être pas excellent sur les box-out, mais il compense avec cette intensité, énergie. Donc sur de courtes séquences, je trouve que c'est super intéressant. Et en protection de cercle secondaire, je trouve que c'est plutôt pas mal, dans le sens où il exploite assez bien son physique. Même s'il est pas très grand, il a cette longueur de bras. Enfin, moi, c'est vraiment cette impression que j'ai quand je le vois à travers mon écran, d'assez bonne envergure compte tenu de sa taille. Donc, je trouve que en tant qu'intérieur backup, c'est intéressant, c'est cool. Après, oui, bon, ça sera jamais un titulaire à proprement parler. Ce qui est un peu décevant parce que c'est un choix du top 10, hein, je crois, de mémoire, 10e ou 11e par Phoenix à l'époque. Donc il y avait un peu quand même cet espoir que, voilà, plus que peut-être le joueur de banc juste. Donc ça, c'est un peu dommage. Cela dit, il a déjà 24 ans, je crois, 24, 25, 25 même. 25, ouais, 25. Il est de 2000, donc il vient de fêter ses 25. C'est vrai que là, à ce stade de sa carrière, et après 5 années passées en NBA, tu commences peut-être à te dire, bon, bah, peut-être que le rôle de titulaire à NBA, peut-être que l'explosion ne viendra pas, quoi, pour le coup. Mais bon, il a été valdingué, hein. Il commence aussi à Phoenix, qui est le grand Phoenix, donc il n'y a pas de place pour lui, quoi. Pour le coup, 2021 et 2022, le pauvre, les 2 années où il y a Chris Paul et que ça tourne hyper bien, ils vont en finale NBA, et l'année d'après, ils font 60 victoires. Et puis après, Indiana, et c'est vrai que le fait de ne pas être arrivé à s'imposer à Indiana, c'est peut-être un peu dommage, mais tu te dis, bon, il y avait quand même Miles Turner, et donc, bon, il fait 18 et 17 minutes par match à Indiana, derrière Turner, ça va, quoi. Et sauf que là, 15 minutes par match dans ces Chicago Bulls-là, c'est peut-être le plus décevant pour l'instant, mais bon, comme dit, la théorie du joueur, c'est un peu de défense, du panier, plus un peu de mobilité, alors pas Draymond Green, hein, mais un peu mobile, plus le 3 points, au moins, quoi. Et c'est vrai que ça, on l'a pas trop, le 3 points pour l'instant. Et on sort d'une saison à 42% à 3 points en 2024, mais c'était 150 tentatives, quoi. Donc même la saison dernière, et à prendre avec des pincettes, quoi. L'échantillon, on aime bien avoir un échantillon de au moins 700-800 tirs pour connaître le niveau réel d'un shooter. En carrière, pour l'instant, il est à 696, pardon, mais 700, 33%. Donc c'est pas encourageant sur cet échantillon-là global, 700 tentatives, 33%. On n'a pas le shooter qu'on nous promettait. Mais à voir si la défense peut pas aussi continuer un peu à se rehausser. Je vois qu'il a de bons chiffres aussi de protection de panier, plutôt pas mal. Ouais, moins 6%, ce que je regardais, il est dans le premier quart de la NBA, si on met pas de filtre de match joué. Il est dans ce premier quart-là, donc en termes de volume, enfin si on applique un petit filtre de volume et qu'on prend pas en compte les matchs joués, c'est moins 6%, c'est quand même pas mal pour son profil, sans dire qu'il sera un dissuadeur, mais de la protection de cercle secondaire, c'est toujours cool comme ça. Il y a qui à peu près autour de lui comme nom que tu peux nous citer ? Ouais, alors autour de lui, j'ai des légendes comme Thomas Bryant, comme Ray Miracle Jr., Bismack Biyombo, Zach Edey. Ouais, Zach Edey, c'est pas mal, tu vois. Zach Edey. Et encore, Zach Edey a un potentiel pour faire plus, hein, mais Zach Edey, c'est quand même solide déjà un peu en protection de panier. Moins 6%. Brook Lopez, qui était fut un temps à moins 10, moins 12, maintenant il est à moins 5, moins 6. Donc voilà, il y a Cobb Pottle. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc si ça se confirme, la protection de panier, déjà, c'est un pas en avant vers plus de minutes. Mais ok. Mais en tout cas, est-ce que on peut dire que ça a été une des petites déceptions de la saison, peut-être, dans cette saison plus jeune? Déception offensivement, mais en fait, vu que personnellement j'ai été agréablement surpris défensivement, ça vient contrebalancer. Alors en fait, au global, c'est une saison qui est au niveau auquel je m'attendais un peu, même si c'est pas ce niveau-là précisément que j'attendais. Eh bien moi de mon côté, où est-ce que je vais partir ? Ma 4e stat du jour, je vais partir sur 99. 99, c'est le True Shooting Plus de Matas Bouzelis. Est-ce que tu avais des stats sur lui aussi ? Ouais, là c'était ma 5e stat, mais je vais la donner tout de suite. Moi, c'était son bloc pourcentage, donc 2,3%. J'avais aussi, ouais. Effectivement. Donc selon Cleaning the Glass, qu'il classait donc 97e centile parmi les forwards.
En fait, c'est deuxième parmi tous les joueurs NBA avec un certain minutage et les non-big, en fait. Évidemment, Wembanyama est à 6%, je crois, ou un truc comme ça. Donc, t'enlèves tous les pivots, tu mets les points, les combos, les wings, comme ils disent, et les forwards. Donc, les non-big. Il est deuxième de NBA derrière. Le phénomène Peyton Watson, évidemment. Mais qui est pas, voilà, c'est dans sa stratosphère à lui. Mais il est devant Amen Thompson, Tari Eason, Keon Ellis, Derrick White. Effectivement, plutôt bonne compagnie, quoi, pour le coup. Il y a vraiment cet aspect défensif impressionnant. Peut-être on va en parler. Et donc, moi, je disais 99 de true shooting plus. Ça veut dire que l'efficacité relative à la moyenne, moins 1%. Donc, en fait, grosso modo, Matas Buzelis a shooté à peu près au niveau de la moyenne NBA. Et en fait, j'en parlais parce que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout pour un joueur aussi jeune d'être déjà à l'efficacité moyenne de NBA. Alors après, c'est pas non plus un porteur de balle. Donc, on attend les porteurs de balle très jeunes, en général, très inefficaces, mais parce qu'ils se créent leur tir et qu'ils sont pas encore prêts pour ça, etc. Là, c'est vrai qu'on est sur un profil 80% assisté. Donc, on est quand même un peu plus, comme je dis, crash and finish, ou tu sais, un peu le ramasse-miettes de Kawhi Leonard des premiers temps aux Spurs, quoi. C'est-à-dire, il a pas de ballon pour lui, mais c'est un peu rebond offensif, c'est cut, c'est jeu off-ball, transition, un peu comme ça, quoi. Mais voilà, tu vois, c'est 36% à 3 points, c'est pas mal de tirs assistés, mais au panier, ça met des. Alors que 58% au panier, c'est peut-être un peu la déception. Pas trop de drive et pas encore efficace sur les drives, d'accord. Mais je trouve que pour une saison de un mec qui a 20 ans, ça a été assez agréable. Je voulais un peu te demander ton avis aussi sur ce profil. Ouais, cette saison, on l'a vu un peu utilisé comme un sort de 3&D. Dans le sens où c'est beaucoup de tirs dans les corners à 3 points et projection très rapide en contre-attaque et protection de cercle secondaire en défense. Mais c'est vrai qu'il y a quelques flashs qui ont été intéressants, notamment post-All-Star Game, hein, où avant le All-Star Game, il jouait 15 minutes par match. J'avais pas vraiment beaucoup d'explications sur pourquoi il jouait aussi peu. Et en fait, dès que Billy Donovan l'a davantage responsabilisé, il est passé donc à 27 minutes par match. Et là, on a un joueur qui ça a montré qu'il avait un bon jeu off-ball, qu'il était assez bon sur cut, etc. Alors, son efficacité au cercle, je pense qu'elle s'explique avant tout par son handle qui est pas prêt encore pour la NBA. Et du coup, si ton handle est pas assez bon, il a des difficultés pour attaquer les close-out, etc. Et donc, il se met dans des positions difficiles pour finir au cercle. Ouais, puis il est assez fin aussi, hein. Donc, ouais, il est ça, oui. Longiligne, explosif, mais il est pas costaud, quoi. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que ces chiffres d'efficacité au panier m'inquiètent pas encore. Oui, bien sûr. Mais après, le jeu off-ball est vraiment bon. Le 3 points, c'est un bon shooter à 3 points dès sa première saison. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Même si c'est assisté, hein, comme t'as dit. Mais super intéressant, super encourageant en fait pour la suite. Et comme j'avais dit avec ma stat, en fait, c'est cette protection de cercle secondaire, moi, qui m'intrigue le plus, même si je trouve que off-ball, il a encore trop tendance à être attiré par la balle ou à pas venir en aide au bon moment dans le bon timing. Mais pour l'instant, il compense avec son physique, son envergure et en fait l'utilisation de ses mains, même plus globalement. Je trouve qu'il y a une bonne utilisation des mains, donc c'est ce qui me fait me dire que la marge de progression est quand même encore assez grande et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Bizarrement, il a un steal percentage qui est assez faible. Il est même pas à 1%, il est à 0,8. Ce qui en général, le steal percentage est un assez bon indicateur de tout ce qui est QI basket, intelligence de jeu, compréhension de jeu, parce que si tu comprends le jeu, tu es capable de sauter sur les lignes de passe ou d'intercepter et de court-circuiter le système. C'est un peu l'idée. Et c'est vrai que le fait qu'il soit pas bon en steal percentage, ça recoupe aussi avec le fait que ça soit pas un bon passeur, même pas du tout. Enfin, il fait des passes simples, hein, mais c'est pas un créateur, c'est pas trop un passeur. Voilà, il fait relativement pas mal de déchets alors que peu de passes et pas beaucoup de passes du tout. Donc, il y a un peu ce côté, on a bien compris que je vais pas dire qu'il est pas intelligent, mais il y a pas cet aspect de passing ou de anticipation défense, et le contraste entre son block percentage et son steal percentage montre que c'est pas par une anticipation ou par une compréhension du jeu pour l'instant qui gagne, c'est vraiment un playmaker au panier, quoi. Et par ses longueurs de bras, par son explosivité, par ce genre de choses. Donc vraiment un vrai playmaker de protection de panier. Et ce qui est intéressant aussi, tu vois, je parlais il est efficace, il a un registre qui pour l'instant est à plus de 80%, 4 sur 5, c'est un panier qui est assisté, qui est créé par autrui. Et pour moi, c'est bien, parce que c'est quelqu'un, moi, les seules fois où j'en avais entendu parler de lui, c'était un peu un côté, tu sais, c'est lui qui voulait faire des 1 contre 1 contre
Rizaché avant la draft et tout. Donc j'avais un peu cette image pas du croqueur, mais un peu du voilà quoi. En plus, le mec qui fait pas de passe, c'est le mec qui fait des 1 contre 1 quoi. Le mec qui score pour lui, etc. Donc le fait que déjà la création ne soit pas là, mais c'est pas étonnant que la création soit pas là à 20 ans au niveau NBA, mais que déjà il se fasse un petit rôle de, t'as dit quoi, 26-27 minutes par match dans une équipe NBA via la défense et via du role-playing offensif. En soi, je trouve que c'est aussi c'est bien quoi, parce que on connaît des cas aussi, sans parler de Shabazz Mohamed, mais on connaît des cas de joueurs de 1 contre 1 de high school ou de NCAA qui veulent pas du tout s'adapter et jouer sans ballon et défendre. Lui, on a déjà cette première étape. Alors peut-être que long terme, le stade ultime de sa carrière, ce sera d'être ça, plus la création, le 1 contre 1, des pick and roll, du isolation. Mais déjà, le fait d'être dans ce rôle-là, je trouve ça déjà bien en fait. En fait, je pense qu'on est à son plancher. Et je me dis que si demain son plancher ça devait être ça un peu plus bien sûr, mais son plancher de carrière c'est un profil de 3&D défenseur, protecteur de cercle secondaire, etc. Honnêtement, bon, compte tenu de sa sélection dans la draft, je crois il est pick 11, mais bon dans une draft qui semble être assez faible en termes de potentiel star, etc. Je me dis que c'est pas si mauvais que ça si ça devient un role player d'élite dans son profil à la Aaron Gordon, bien toute proportion gardée, etc. Et dans des profils un peu différents quand même, mais dans l'idée globale. Non, mais c'est un plancher qui est bien plus haut que certains planchers, et c'est un plancher qui lui permet d'exister en NBA. Même s'il n'est que ça, à terme il pourra faire une bonne carrière de 10 ans en NBA, bon, rôle mineur, hein. Il fera une carrière, alors que t'en as qui débarquent avec un pull-up et veulent faire que du pull-up et pas jouer off-ball et pas défendre, bah ils survivent pas en NBA. Donc ouais, c'est une des bonnes surprises, je trouve, de cette saison. Bouzelis, on attend plus, évidemment, parce que comme tu dis, drafté très haut, donc potentiel, talent pur, mais peut-être que ça viendra, il n'a que 20 ans. Enfin, ça a été la saison de ses 20 ans. Donc ouais, j'ai bien aimé. J'avoue que j'ai bien aimé, et cette agréable surprise de le trouver dans des zones et des domaines du jeu où je m'y attendais pas. Donc ça rajoute à la valeur positive pour moi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, on sait que c'est un enfant de l'Illinois, enfin qui en tout cas a grandi dans la région, etc. Donc quand tu joues pour ta franchise où t'as grandi, etc., il y a toujours cette pression supplémentaire, etc. Alors c'est pas vraiment quantifiable ce que je dis, mais c'est vraiment une impression globale. Et je trouve que c'est quand même pas mal de voir que, comme t'as dit, on avait l'impression que c'était un peu une tête brûlée pré-draft, etc. Moi, j'avoue que j'étais assez inquiet par rapport à sa sélection, parce que je me disais, donc tête brûlée qui joue pour sa ville, attention au mélange. Mais pour l'instant, il y a rien qui est ressorti sur son comportement dans le vestiaire ou quoi que ce soit, ou ses velléités. Donc super positif et super encourageant pour la suite. Non, mais en plus des déclarations, c'est un mec qui a fait Star lycée, le McDonald's All-American, le Jordan Brand Classic, le Hoop Summit, etc. Et qui en plus n'était pas allé en NCAA, il était allé dans la fameuse Ignite team de la D-League, quoi. La fameuse équipe qui n'existe plus aujourd'hui, mais l'équipe des jeunes talents qui étaient déjà payés, etc. Et donc le background, si tu recoupes un peu tout ça, tu dis ah ouais, c'est peut-être un joueur arrogant, alors que non, on a eu un role player. Et ça, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est très cool. Donc voilà pour Matas Bouzelis. Et donc je peux te lancer, quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Chicago Bulls 2025? Ouais, c'est 27,6%. Et donc c'est l'usage de Josh Giddey à partir du 3 février 2025, donc le départ de Zach LaVine. Et donc ce qui le place dans le 70e centile parmi les guards selon Cleaning the Glass. D'accord. J'ai pris cette stat, en fait c'était un prétexte pour parler de Josh Giddey en réalité. Parce qu'on sait que c'était la recrue de l'intersaison en échange d'Alex Caruso, et le début de saison de Josh Giddey a été très compliqué, où toutes ses faiblesses ont été mises en lumière, notamment en défense, sur l'efficacité au scoring, etc., sur les pertes de balles aussi. Et à partir du départ de Zach LaVine, il y a donc une hausse de son usage et de ses responsabilités. Et en fait, à partir de là, on voit un joueur qui, certes, a des défauts, mais qui a également des qualités qui peuvent s'exprimer. Alors, attention, il y a une surchauffe à 3 points. Ça, c'est important quand on parle de lui, parce que là, à 3 points, donc cette saison, il était à 38%, tandis que sur son passage à OKC, il était à 31% à 3 points en carrière. Et en plus, sur ces 38%, en réalité, il y en a les 3 quarts qui étaient des 3 points wide open. Donc,
il y a pas de gravité, etc. Il a pas de gravité à 3 points. C'est pas un 38% de Stephen Curry ou même d'un joueur normal qui te prend des tirs compliqués ou organiques, qui viennent dans le jeu de manière organique. Non, là, il est souvent abandonné à 3 points, donc c'est pas le même 38% qu'on a, en effet, ouais. C'est ça. Et même sur le playmaking, alors il y a toujours je suis assez partagé avec lui dans le sens où on sait que c'est pas un passeur d'élite sur pick and roll, mais il a des instincts à la passe sur transition notamment, et puis même des fois en fait il y a des flashs, je saurais pas les expliquer, que encore aujourd'hui, alors que ça fait 4-5 ans qu'il est dans la ligue, où je sois surpris de ça, mais qu'en fait il arrive pas à monter un volume de passeur star. Si on prend les stats bruts, oui, c'est un bon passeur, il a plus de 7 assists par match, mais après, dans les faits, il n'y a pas de manipulation de défense sur son passing, il y a beaucoup de pertes de balles, parce que son handle est pas super, hein, un dribble haut, pas toujours contrôlé, et des drives un peu hasardeux. Donc, je suis assez partagé sur son profil de passeur. Et moi, une déception que j'ai eue cette année dans son utilisation, c'est de ne pas l'avoir vu davantage sur du passing en mouvement, donc sur short roll ou quoi que ce soit, alors qu'il y avait des playmakers dans l'équipe, ou en tout cas des joueurs qui peuvent porter la balle. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on dirait que c'est une saison un peu négative pour lui, mais il a été un des artisans de la seconde partie de saison de Chicago. Le problème, c'est qu'il y a 2 étés qui entourent sa saison et 2 étés qui laissent des traces. Parce que il y a le trade de Caruso et en plus maintenant il a gagné le titre. Donc d'ailleurs même moi j'ai blagué là-dessus. Mais tu vois, il y a ce côté où le prix était un peu, n'était pas assez pour certains, pour Caruso. Et puis même là cet été, on voit que il signe pas de contrat. Donc il y a un peu cette image de ah ouais c'est cool, t'as fait des stats bruts, mais tu vois bien que personne ne veut de toi. Je trouve que dans les 2 cas, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans le sens où cet été, c'est juste que personne n'a de cap space. Et donc, en fait, les Bulls n'ont littéralement aucune compétition pour guider. Donc, même s'ils l'aiment bien, même s'ils veulent le prolonger, etc., ils n'ont pas besoin de mettre une grosse somme, en fait, puisqu'il n'y a personne qui va venir mettre une grosse somme d'ailleurs, sur lequel eux, ils vont être obligés de s'aligner, compétition, etc. Non, juste, il n'y a personne d'argent à part Brooklyn. Et Brooklyn ne veut pas le signer. Et encore, Brooklyn n'a plus d'argent, plus autant qu'en début de l'été. Donc voilà, pour la free agency. Et même pour le trade, tu vois, je pense qu'il aurait mieux valu échanger Caruso contre plus tôt. Tu aurais pu avoir pas mal de trucs, en effet. Après, est-ce que tu préfères 2 picks du premier tour contre Caruso, et ça a l'air très sexy comme ça quand tu le dis de manière théorique, mais si tu l'échanges dans une bonne équipe, ces 2 picks, ça va être un pick 22 et un pick 25, ou alors même pire parfois. Bon, est-ce que tu préfères avoir des picks 22 et 25 ou un mec qui est extrêmement atypique, qui est imparfait, mais qui a quand même un talent pur assez énorme. Donc en ce sens, je peux arriver à comprendre le raisonnement, peut-être pas arriver à le défendre, mais je peux comprendre le raisonnement aussi des Bulls, de dire, plutôt que d'avoir 2 fois le pick 25, ou voilà, finalement, Josh Giddey, c'est un mec qui était drafté dans le top 5, qui est extrêmement atypique, mais qui a un talent pur qui est fou, et donc peut-être que c'est un meilleur retour pour Caruso. Je dis ça dans le sens où j'insiste sur le côté atypique. Et je pense que comme tu dis, on se pose des questions sur le passing, alors que c'est censé être sa qualité principale, mais parce que le passing est aussi relié au scoring, et que pour faire plus de passing, il faudrait que lui crée plus d'effets sur les défenses, où les défenses seraient obligées de réagir à sa menace de scoring, et donc de monter sur lui, ce qui pourrait libérer et ouvrir d'autres fenêtres de passe. C'est un peu comme ça que ça marche, comme d'habitude, hein, le fameux, la différence entre Ricky Rubio ou Westbrook, je vais pas le refaire encore une fois, mais c'est un peu cette idée-là, et c'est un peu ce qui manque, c'est le scoring. Et de ce point de vue-là, je sais pas ce que tu en penses, mais la saison au scoring n'a pas été si différente que ça de ce qu'on connaissait d'avant, en fait. Ouais, y a même pas d'évolution à proprement parler. C'est le joueur qu'on avait vu en début de carrière à OKC, qui, après a eu moins de responsabilité avec la montée en puissance de SGA, J-Dub, etc. Et là, il arrive dans un contexte qui lui est beaucoup plus favorable, mais sa fréquence de tir, enfin son régime de tir a pas vraiment évolué. C'est toujours beaucoup de short mi-distance parce que en fait c'est pas un joueur qui est très bon pour finir efficacement au cercle, donc il s'appuie beaucoup sur son flotteur. Mais donc du coup c'est pas non plus un joueur qui va provoquer beaucoup de lancers francs. Alors cette saison il en a provoqué beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est plus une anomalie qu'autre chose. En tout cas je suis pas aussi content, aussi expressif qu'avec Kobe White où il y avait vraiment une progression. Là je trouve que visuellement il y avait pas vraiment une progression par rapport aux années précédentes sur drive. Donc ouais, c'est un profil comme t'as dit un peu compliqué à gérer. Est-ce que une équipe contender aujourd'hui a un profil comme Josh Giddey? Pas vraiment. Est-ce que Josh Giddey peut évoluer off-ball? Pour l'instant il a pas vraiment montré.
Donc ce qui fait que si t'as un joueur qui est pas excellent on-ball, qui est bon mais pas excellent, et qui off-ball est entre guillemets inutile, hein. Je mets des guillemets parce que c'est un peu trop fort comme mot, mais c'est l'idée. Bah c'est assez compliqué, d'autant plus qu'il va être ciblé en défense. Donc après il avait que 22 ans. Oui, c'est ça. Il a 22 ans et il se fait drafter aussitôt, donc pardon, pas top 5, 6ème, 6ème plutôt, pas top 5, mais parce que, et malgré des faiblesses énormes en défense, enfin, et au drive, au scoring et au shoot, c'est aussi parce que le passing est à ce point génial, quoi. Donc c'est pas pour dire, ah non, mais il a des faiblesses, il aurait pas dû être drafté aussitôt. Si, il a des faiblesses, mais sa force était quand même à ce point bluffante que le package le rendait intéressant, quoi, au final. Et le rendait un pick numéro 6 dans une draft 2021 qui était quand même pas mal au niveau top talent, quoi. Donc oui, après, c'est toujours la même question, c'est comment est-ce que l'un équilibre l'autre, le scoring et le passing. J'avais quand même 2-3 stats aussi, moi, sur lui, j'avais noté, c'était ma cinquième stat du jour, c'était 11,8. C'est le nombre de potentiels assists de Josh Giddey par match. 11,8, donc quasiment 12. C'est le 16e meilleur de NBA. 16e plus gros total de potentiel assist de toute la NBA, sachant que j'ai dit 12 par match en termes de chiffres bruts. Par exemple, Jokic est à 20, mais c'est un peu l'anomalie. Le deuxième, c'est Haliburton et Kate qui sont autour des 16. Donc voilà, 12 par rapport à 16. On est à peu près... donc on est 16e meilleur de NBA pour Josh Giddey. Après, il faut regarder aussi le nombre de touches par match, donc le nombre de fois il a le ballon entre les mains, le nombre de fois il touche la balle par match. 78 fois par match, et le 18e plus gros total par match de NBA. Donc on peut dire, 16e en termes de potentiel assist, comparé à 18e en termes de touches par match, ça s'explique peut-être un peu comme ça. Mais il y a un truc intéressant dans son jeu, et tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est que, en fait, si on regarde non pas le nombre brut de touches par match, de fois où il a le ballon entre les mains, mais par contre le temps passé avec la balle entre les mains par touche de balle. Combien de temps il garde la balle à chaque fois qu'il la touche. Et on n'est que à 3,3 secondes en moyenne lorsqu'il touche la balle avant de la rendre. 3,3. Et là, c'est seulement 66e de NBA. Parmi les mecs qui en touchent beaucoup. 66e en termes de temps passé par touche de balle. Et c'est vrai que c'est un peu, tu vois, il y a un peu une différence, quoi. Il y a un peu une disproportion entre beaucoup toucher la balle, mais en termes de temps total ou de temps passé par touche de balle, beaucoup plus faible. On n'est pas au niveau de Jokic, hein, qui a 100 touches par match et qui la garde que 2 secondes. c'est un peu l'anomalie. Mais on est aussi très loin de Jalen Brunson, Lillard, Trae Young, James Harden, qui sont autour des 5 secondes par match, par touche de balle, 6 secondes par touche de balle, donc ils gardent longtemps la balle quand ils l'ont. Finalement, Josh Giddey, tu vois, on est quand même plutôt même en bas de l'échelle. On est sur quelqu'un qui n'est pas Jokic, mais qui est un peu plus cet aspect du je ne vampirise pas le jeu, je ne suis pas héliocentrique, je ne vais pas mobiliser la balle encore et encore. Il y a un peu plus cet aspect de plaque tournante. Donc ça, j'aime bien, mine de rien, dans son profil. On parle un peu du côté manque de scoring, du côté manque de dynamisme en sortie de dribble. D'accord, mais il y a aussi un aspect de, en fait, le ultra intelligence qui fait que, par exemple, il fait des extra passes très rapides parce que il comprend le jeu, il sait où est le jeu, il sait où est l'ouverture, et donc en fait, il sait qu'il va faire l'extra passe à tel endroit avant même de recevoir la passe. Donc c'est un fluidificateur génial, c'est un passeur quand ça bouge pas trop, passeur stationnaire qui est génial. Après, quid du scoring, est-ce que ça va venir, et puis quid aussi des déchets, parce que mine de rien, on parle du passing qui est génial. Il y a une certaine prise de risque aussi, ce qui fait qu'on a 16% de turnover, ce qui, on connaît pas trop l'échelle des valeurs, mais c'est beaucoup, 16% de turnover percentage. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à aimer, mais aussi un peu moins aimer. Et on arrive aujourd'hui à l'été 2025, il a 22 ans, il va peut-être faire 23 bientôt. Et j'ai pas envie d'abandonner le navire, mais je pense il y a encore beaucoup d'imperfections dont il faut s'occuper, quoi. Ouais, c'est ça. Après tout ce que tu disais, c'est vraiment un profil de connecteur, presque parfait, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, il l'a pas encore montré. Et en fait, c'est ça, je pense, qui est le plus frustrant, c'est de pas le voir, alors qu'il semble avoir un profil idéal pour être un connecteur élite finalement. Ouais, encore connecteur, ça dépend, parce que connecteur, il faut bouger un peu. Et lui, il bouge pas trop. Et si ça bouge autour de lui. Oui, c'est ça. Mais du coup, presque, j'allais dire presque en intérieur, en tête de raquette, non, mais parce qu'il a pas la défense de l'intérieur, mais c'est effectivement, tu t'en viens de dire, mais est-ce que vraiment il peut être ce créateur principal qui a beaucoup de ballons, même si, comme je dis, il a beaucoup de ballons, mais il les garde pas. Donc là-dessus, il y a pas un coup d'opportunité. Il fait tourner la balle, mais il vampirise pas le jeu, surtout, je veux dire. Mais la question, c'est toujours la même, c'est quid du scoring. Et pour le coup, le drive s'améliore un peu. C'est pas spectaculaire, mais ça s'améliore un peu. Il est passé de 1,2
1,02 points par tir sur drive à 1,10. Et vous allez dire, bon, c'est pas énorme, et en effet, c'est pas énorme, mais c'est quand même un peu meilleur. Il est passé de tout en bas de l'échelle, quasiment avant-dernier des gros volumes de drive, à finalement 39e sur 51, donc pas autant que moins pire qu'avant, on va dire. Et au niveau des fautes provoquées, en effet, il est passé de 7% de shooting foul percentage à 12%. C'est toujours pas génial, mais tout de même. Donc la clé pour moi, elle est là. On en a parlé déjà l'an passé, on a parlé il y a 2 ans aussi avec lui. La clé, c'est pas le passing qui est en soi, c'est un des meilleurs purs passeurs de NBA, il n'y a pas trop de doute. Par contre, c'est vrai que est-ce qu'il est capable de créer, de mettre la pression sur le panier, c'est un peu pour moi la clé du jeu, et je pense que c'était aussi l'espoir quand on le draft, c'est que c'est un mec qui est pas scoreur, mais qui est grand. Et je trouve que pour l'instant, il tire pas totalement profit de son drive et sur drive, de sa très grande charpente et de ce côté, bon, je suis pas rapide, mais je peux aller au panier un peu à mon rythme, en tirant par-dessus les mecs, etc. Ça, pour l'instant, c'est pas trop là, mais ça commence à venir petit à petit, donc je ne sais pas. J'abandonne pas le navire, mais c'est vrai que j'en viens peut-être à nuancer un peu mes espoirs pour lui en un sens, quoi. C'est quelque chose qui a peut-être été oublié par certains. Mais Josh Giddey, donc il a fait les JO avec l'Australie, et je sais pas si tu te souviens, mais le tout dernier match donc de l'Australie en quart de finale, quand ils se font sortir, sur la toute dernière action, il se blesse au pied. Ouais. Josh Giddey, ce qui fait que en fait son training camp est un peu amputé, et ce qui pour moi aussi explique un peu son début de saison en demi-teinte, dans le sens où il arrive dans un tout nouvel environnement avec un training camp où il a pas pu être vraiment à 100% physiquement, etc. et où il sort en plus de Jeux Olympiques avec l'Australie. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai été critique sur sa première partie de saison, mais j'essaye aussi d'expliquer un peu plus pourquoi on a vu une telle montée en puissance aussi au fur et à mesure de la saison. En fait, peut-être qu'il était juste pas à 100% sur les 2-3 premiers mois de la saison, et que c'est hasard du calendrier quand Zach LaVine part que finalement lui aussi il explose aux yeux du grand public. Oui, puis on parlait aussi du jeu de transition. Le fait d'avoir un passeur comme ça aide, hein. La transition, pas lui en courant, c'est pas lui qui va courir, mais les passes vers l'avant, etc. C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà pour Josh Giddey. On a fait nos 5 stats chacun. Est-ce qu'il te reste un peu des stats bonus ou des joueurs dont tu n'as pas parlé et tu voulais un peu évoquer? Ouais, j'ai une stat bonus pour Ayo Dosunmu. Donc Ayo Dosunmu, j'avais cette stat de 1,19, c'est son ratio de playmaking assist to usage, qui est son meilleur chiffre en carrière. Et en fait, c'est plus pour souligner la progression au playmaking, non pas comme un manipulateur de défense, mais comme un joueur qui s'exprime à merveille dans le jeu de transition, mais également un meilleur passing sur drive, et même comme un joueur qui est meilleur pour accentuer les décalages créés. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant au vu de son profil, qui on rappelle, c'est un two-way player qui est très bon en défense extérieure, hein. Bon sur le point of attack et sur de la défense en isolation, pardon. Et qui je trouve est quand même super intéressant. Alors c'est un vieux rookie, enfin un vieux joueur dans son contrat rookie encore. Il a été drafté à 22 ans, donc là il en a 26. Donc je pense qu'on est aussi pas loin de sa version finale, mais en tout cas c'est un role player que je trouve super intéressant. Oui, je crois qu'on avait parlé déjà l'an passé, on se disait peut-être même il est tellement intéressant qu'il pourrait partir, quoi, parce que si les Bulls font tout péter, certes il est relativement jeune, mais c'est un mec qui peut un plug and play un peu partout, quoi, pour le coup. J'avais pas de stats sur Dosunmu à part le 32% à 3 points, qui est un peu une sous-chauffe, je pense. Alors l'an passé il était un peu en surchauffe peut-être. Je pense que globalement c'est un mec qui est autour des 36, quoi, 36-37 au niveau de la moyenne NBA, je pense qu'on peut s'attendre à ça. Mais j'avais rien de noté sur lui parce qu'en fait il a un peu fait la même saison que l'an passé, à part le passing comme tu dis, mais globalement on a un joueur compétent, très satisfaisant, mais qui a un plafond aussi en termes de potentiel. Mais ouais, avec Dosunmu, effectivement j'aime toujours autant pour le coup. Moi j'en avais une autre, c'est 25, c'est le minutage par un match de Patrick Williams. On n'a pas parlé de lui aujourd'hui, et peut-être que les fans des Bulls ont envie d'entendre parler de Patrick Williams dans ce bilan 2025. Moi très simplement j'avais noté 25 minutes par match parce que c'est quasiment son plus petit total en carrière. Pour Patrick Williams, pardon, alors que il est plus rookie, il est plus deuxième année, il a quoi, 24-25, un truc comme ça, plus le fait qu'il vient de re-signer un contrat, une prolongation de contrat, et pourtant il a joué cette saison dans un effectif qui a été dépeuplé de DeRozan, puis de LaVine, puis de tous les mecs qu'on a dit. Il a joué que 25 minutes par match, alors qu'avant il en jouait 27-28.
Et donc, qu'est-ce qu'on en pense, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Williams, quoi? Le fait d'avoir donné un nouveau contrat, d'accord, c'est peut-être l'aspect de rétention de valeur pour ensuite l'échanger, etc. Mais est-ce que le contrat qui a été donné n'a pas été un peu trop élevé et que du coup, il est plus échangeable? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Patrick Williams qu'on attendait 24 ans, ouais, c'est ça, 24 ans, qu'on attendait sans doute un peu meilleur et qui finalement a moins joué que d'habitude et moins joué dans cette équipe où il y avait pourtant de la place à prendre? Ouais, bah, je me souviens que l'année dernière, j'avais utilisé une stat sur pull-up. Je crois que c'était son efficacité sur pull-up qui était dans le premier tiers de la ligue de Patrick Williams. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas vu d'évolution dans son niveau, dans son rôle depuis sa draft. C'est toujours le même joueur qui manque d'agressivité offensive, à la fois on-ball et off-ball, un handle qui est défaillant, un passing qui est pas bon. Enfin, il n'y a pas de passing chez lui. Et en fait, comme toutes les autres saisons, on l'a vu, un Patrick Williams qui est titulaire au début, puis qui perd sa place. Et puis même sur le profil, le profil théorique de Patrick Williams, c'est que c'est un two-way player, donc un excellent défenseur. En fait, quand il est là, il révolutionne pas du tout la défense de Chicago. Selon PBP Stats, le defensive rating de Chicago, il était de 115,9 points par 100 possessions quand Patrick Williams était sur le terrain, vs 115,6 quand il était sur le banc. Donc en gros, le Chicago, ils avaient le même defensive rating avec ou sans Patrick Williams. Et je trouve que ça symbolise un petit peu le côté, bah ouais, en fait, c'est pas un joueur qui va révolutionner ta défense comme peut l'être un OG Anunoby ou quoi. C'est un role player et un role player que t'as surpayé au vu de sa contribution sur le terrain. Donc je vais pas non plus l'enterrer parce que je pense que dans un contexte un peu plus compétitif, il peut être utile, mais en tout cas il faut moi j'ai revu mes attentes à la baisse le concernant. Bah, disons que c'est quelqu'un qui a l'air, il a l'allure d'un top défenseur. Mais après, on le sait, hein, surtout quand tu t'intéresses à la draft, c'est pas parce que les mecs sont grands, longs et athlétiques qu'ils deviennent de bons défenseurs, même si la majorité ne le font pas, malheureusement. Et c'est vrai que lui, il est sans doute pas hyper bon en défense parfois, quand même. Il y a certains passages, je suis un peu étonné de dire, mince, quoi, t'as des bons outils, mais après, t'as des bons outils de mensuration. Parfois, tu vois, la vitesse latérale, Ouais. un peu décevant pour le coup. Ce serait pas grave s'il pouvait un peu compenser et utiliser sa longueur de bras et sa taille pour de la protection de panier, ou de la défense collective off-ball, et c'est pas trop le cas. Ni en termes de style, de pourcentage sur les lignes de passe, ni en termes de protection de panier en deuxième rideau. Il n'y a pas trop ça. Et offensivement, c'est sans doute l'opposé de ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est un joueur très en finesse. Alors que là encore, hein, il a cette allure athlétique, et il est athlétique, mais pas de manière fonctionnelle, pardon. Il est pas, c'est pas un driver qui va utiliser sa grosse charpente, etc. C'est juste un excellent shooter à 3 points. Ça, je pense qu'on peut pas lui enlever. Il doit être à 40% en carrière, quoi. Et c'est un joueur plutôt en finesse, alors que son allure a l'air plutôt en force. Mais lui, c'est plutôt un joueur en finesse. Moi, comme tu dis, j'aimerais bien le voir ailleurs. Dans un effectif, en rôle réduit, il peut être pas mal. Le problème, c'est comment tu fais pour 18 millions sur encore 4 ans, enfin, x4, du coup. C'est pas facile à rentrer dans un rôle mineur, quoi. Ça, alors après, tu me diras peut-être que le salary cap va exploser, donc peut-être que ce sera plus facile avec le temps qui va venir. Mais c'est vrai qu'en l'état, ça a été un peu décevant parce qu'une saison où tu fais partir DeRozan et Lavine, tu te dis, bon, ouais, il y a peut-être un jeune de 23 ans qui va pouvoir un peu augmenter son volume et son niveau de jeu, et ça a été un peu l'inverse, quoi. Et puis en plus, le fait que les Bulls récupèrent Isaac Okoro durant l'intersaison, cette intersaison. Ouais, et puis Bouzelis même, hein. Ouais, oui, c'est ça. Et puis les drafts aussi de Noah Essengue et Bouzelis. Ouais. C'est vrai que on a quand même l'impression que le projet Patrick Williams est un peu enterré maintenant. Mais tu vois, on parlait en début d'épisode du sunk cost fallacy, le côté non, mais j'ai déjà commencé à investir, je continue, donc je continue à faire des pertes. Peut-être qu'il aurait mieux valu accepter la perte on va le perdre pour rien, plutôt que de le prolonger à ce tarif où tu pourras pas trop t'en dépatouiller, quoi. Donc voilà, non, c'était ma petite déception, moi, Williams, cette saison, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens, finalement, de fans des Bulls. Et juste pour terminer, on n'a pas parlé d'eux. Tu peux nous parler un peu des jeunes de cette équipe de Chicago. On a Dalen Terry qui a pas mal joué cette saison et Phillips aussi. Qu'est-ce qu'on pense de leur saison? Ouais, bah sur Dalen Terry, c'est une progression que je dirais en dents de scie, plus dans le sens où on a eu une saison complète de sa part, 14 minutes de moyenne.
Donc, pardon, juste je précise, Dalen Terry qui est un arrière, on va dire, 3e saison NBA, 18e pick en 2022, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que beaucoup de monde peut-être ne connaissent pas, qui est un arrière, mais de grande taille, 6'6", 6'7", je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Enfin, un arrière de grande taille, assez fin, etc. Et ouais, il y a pas d'évolution à proprement parler. C'est juste, il trouve sa place dans la rotation. Enfin, en tout cas, dans une équipe en reconstruction. C'est un joueur de spot-up avec des 3 points qui sont rentrés cette saison. Enfin, qui sont au niveau de la moyenne de la ligue. Mais l'échantillon est encore assez faible, qui est par contre assez inefficace au cercle, car pas un super touché, et puis même sur drive c'est pas super. Il est un peu fin. Ouais, c'est ça. Et puis la défense au périmètre est intéressante, mais elle est pas élite non plus. Donc pas de progrès conséquent en fait. Il fait 1000 minutes sur la saison, première fois de sa carrière, mais pas de progrès conséquent. C'est vrai que c'est un peu décevant parce que 18e pick, c'est pas rien, quoi. Tu t'attends à peut-être un peu mieux, mais bon, on verra s'il peut être un joueur de rotation au moins. Et Julian Phillips, c'est un peu plus jeune, 21 ans, bientôt 22, mais il a été drafté en 2023, lui. Donc c'était sa saison sophomore. Qu'est-ce que lui, il fait 14 minutes par match sur 80 matchs. Qu'est-ce qu'on en pense de lui? Je demande encore à voir. C'est vrai que c'est 14 minutes, donc 79 matchs, donc on a un échantillon assez intéressant. Après, en termes d'efficacité, ça me paraît très faible. Je trouve que là, même si cette année il est un peu au même niveau que la moyenne de la ligue, ça reste, enfin, son profil me laisse encore perplexe. Je sais pas vraiment si on arrivera à lui trouver une place, enfin s'il y a une place pour lui dans une rotation NBA, parce qu'il est assez petit, pas un gros physique, etc. Il y a pas de playmaking ou quoi que ce soit, donc je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que Chicago aime bien ce type de joueur. Hein. Ils prennent des Dalen Terry, des Phillips, des Patrick Williams, c'est-à-dire des ailiers. Certains plus costauds que d'autres, mais un peu grands, un peu longs. Mais pour l'instant, les skills basket, ça un peu en retard, quoi, peut-être. Il me fait beaucoup penser à Javonte Green. Un peu dans le profil. Et, parce que tu vois, Philippe, c'est 6-8 de taille et 7 d'envergure. 7 pieds de long d'envergure, c'est très long. Mais voilà, ça rappelle ces profils un peu longilignes, comme on dit, hein, Dalen Terry ou Williams. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas trop de... d'ailleurs, pareil, Bouzelis, hein, c'est peut-être la meilleure réussite pour l'instant, mais Bouzelis aussi, c'est très long, très, très grand. Mais ouais, jamais ils vont chercher un mec genre un peu pâteau, mais qui a des skills de fou, quoi. Pourtant, il y en avait à la draft qui venait de Chicago, donc. C'est qui? Il y a celui qui a été drafté par Miami, Yaku Sionis. Ah oui, en plus il venait de la fac de l'Illinois, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, je me tiens. Cool. Mais ouais. Et également, dernier joueur que je voulais aborder, si tu me permets. Hein. Vas-y. J'ai pas de stats à proprement parler, mais c'est Lonzo Ball, le retour. Oui, c'est vrai. 35 matchs. C'est peut-être ça la stat, c'est 35 matchs. Ouais, c'est ça, 35 matchs. Il y a un déclin forcément après 2 ans et demi sans jouer. Après, ça reste quand même intéressant sur la défense du backcourt, etc. Mais maintenant, il y a que du 3 points. C'est vraiment 80% de fréquence à 3 points et 8% au cercle. C'est bon, voilà, on sait que Lonzo Ball aujourd'hui, c'est un spot-up shooter en attaque avec un peu de passing. Déjà que de base, c'était pas un gros driver et que c'était plutôt secrètement, même si les gens voulaient pas l'entendre, mais c'était secrètement juste un connecteur et pas un créateur. Mais avec la blessure, c'est encore pire, quoi, en fait. C'est ça. Mais après, en défense, son profil est toujours intéressant. Peut-être un poil moins disrupteur que par le passé. Un peu moins versatile, mais enfin... Polyvalent. C'est ça, polyvalent, pardon. Versatile, on le connaît pas dans la vraie vie. mais non, enfin, son profil reste quand même cool et ça m'a juste fait plaisir de le voir sur le terrain et rejouer, en fait. Non, mais clairement, moi, je m'étais noté un peu ça, mais c'était la stat, c'est 35, hein, c'est le nombre de matchs. C'est parce que, déjà, en soi, c'est une victoire, quoi. Mais bon, on verra s'il arrive à être un joker de luxe chez les Cavs, ça pourrait être intéressant. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, Torrey Craig, malheureusement, rien à dire, Torrey Craig. 9 matchs, et j'ai vu qu'il s'est fait piquer sa copine, en plus, par Klay Thompson, récemment. Je sais pas si t'as suivi un peu l'actu people. Ah oui, ouais. Non, sinon, Trey Jones aussi. Trey Jones qui est arrivé. Niveau contractuel, il en est où, lui? Je crois qu'il avait encore 2-3 ans de contrat. Alors, il a été prolongé, il me semble, cet été. Ça, hein. Ouais, 24 sur 3. Donc, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. 5% du cap.
J'aime bien moi Trey Jones, j'ai toujours bien aimé, pour le coup. Bon après c'est pas un rôle majeur, hein. C'est un peu le meneur gestionnaire et tout. Dans l'idée, à la base il y avait plus de potentiel de scoring que chez Tyus, mais je crois que Tyus pour l'instant reste un peu au-dessus en termes de carrière globale et d'impact et de statut quoi pour le coup. Parce que Tyus Jones à 25 ans c'était déjà un peu plus imposé, je pense mine de rien. Mais voilà. Peut-être qu'il pourra utiliser son français pour le français qu'il a appris avec Wemby pour parler avec Noah Essangué, hein, on sait pas. Ah bah oui. Puis non aussi, Talen Horton-Tucker, je pense que c'est bon. On a fini l'expérience NBA avec lui. C'est confirmé. On passe à autre chose. Va en Europe, fais-toi plaisir, mais... Moi, je l'aimais bien. À la base, Horton-Tucker, à 2019, à la draft, c'était un peu un wildcard, quoi. Mais je sais qu'il y a des gens très compétents qui étaient sur The Stepien et qui aujourd'hui sont directeurs du scouting à Memphis, par exemple, qu'il aimait beaucoup. Donc, pas n'importe qui, hein. Jackson Hoy, qui est directeur du scouting à Memphis maintenant. Mais ouais, non, c'est bon. C'est un peu trop caricatural, mais c'est le problème d'un mec pas efficace, en fait. Hein. Pas efficace, qui a du dribble, mais pas trop grand-chose en plus, quoi. Mais voilà, je pense que quand on arrive à là, Chris Duarte, qui d'ailleurs est parti en Europe pour de vrai, ça y est, c'est officiel, il quitte la NBA. Je pense qu'on arrive au bout, hein, à moins que tu veuilles parler de EJ Liddell et de son drive. Non, pas forcément, j'y ai pas pensé. EJ Liddell et son drive. Très bon sur drive, ouais, effectivement. Ouais. Et non, mais on n'est pas obligé de parler de Jevon Carter. Hein. Non plus. Bon bref, voilà pour le bilan quasiment exhaustif de ces Chicago Bulls 2025. On espère que ça vous aura plu. On espère que vous n'êtes pas partis dès le début quand vous avez entendu qu'on aimait bien Billy Donovan. Je sais que ça a pu offusquer certains fans des Bulls et je l'entends. En tout cas, merci beaucoup Lucas d'être passé sur Basket Lab pour ce bilan des Chicago Bulls. Ben, merci à toi de l'invitation Guillaume, et puis un plaisir de revenir pour reparler de Chicago. Hein. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour nos amis les Chicago Bulls, bon, qui sortent pas d'une saison fantastique non plus, mais toujours des choses intéressantes à raconter sur chaque équipe NBA. C'est un peu l'intérêt de faire le temps et de prendre le temps de faire ces bilans équipe par équipe. À mon avis, c'est que il y a des choses intéressantes et des joueurs intéressants dans chaque équipe NBA. Bon, peut-être pas Brooklyn. C'est vrai que Brooklyn c'était un peu chaud, on va pas se mentir. Mais non, blague à part. Voilà pour les Bulls. Et donc nous on va se retrouver très bientôt, et bien demain pour la suite de nos bilans 2025. Et demain, nous allons parler des jeunes pousses du Utah Jazz. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Lucas d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.